Bonsoir à tous les amis, ravi de vous retrouver sur Max F1 ce soir pour un nouveau live, je dirais plus qu'exceptionnel. Hier soir on a eu la chance d'avoir Nicolas Prost et puis les jours derniers plein de pilotes, plein de gens qui participent et qui sont de près ou de loin dans le sport automobile. Mais ce soir, 1er mai 2020, 26 ans déjà, qu'Ayrton Senna nous a quittés. C'était évidemment très triste, on sait tous où on se trouvait ce jour-là. On en parle tous les ans, toute l'année. Ce pilote brésilien est une véritable légende, un mythe. Et c'est bien pour ça qu'on se réunira ce soir. On se réunit ce soir pour honorer sa mémoire et puis évidemment se remémorer sa carrière, toutes les choses dont on va parler ce soir. Donc voilà, ses origines, l'humain, tout ce qu'il a été en tant que pilote, homme bien sûr. Et ça, on va le faire évidemment avec mes invités, nos invités, les invités de Max F1. Donc j'accueille Laurent Frédéric Bollet. Bonsoir, comment allez-vous Laurent Frédéric? Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Je vais bien en cette période évidemment très spéciale pour tout le monde. Donc la santé avant tout, on va dire. J'espère que c'est le cas aussi pour vous. Et merci pour l'invitation. Je suis ravi évidemment de vous retrouver ce Oui, soir. alors c'est un honneur. Alors Laurent Frédéric, j'accueille aussi, on parlera de vous après, hein, bien sûr, il y a pas de souci. Dans le détail, j'accueille aussi Hilario Pax. Comment vas-tu Hilario? Bonsoir Jeff, écoute, ça va très bien. On est très heureux de participer à cette soirée spéciale Sénat et j'espère que ça vous plaira. Ok, merci beaucoup Hilario. Donc ton son est pas forcément terrible, hein, donc je préviens les auditeurs, c'est pas grave, bouge, Oui, ne change rien Hilario, on d'accord. t'entend. Voilà, il y a pas de souci. Dites-moi sur le chat s'il vous plaît si on nous entend bien. Et puis voilà. Alban, ravi de te retrouver pour encore une nouvelle aventure. Donc Le Castellet, le directeur du Paul Ricard, le 29 avril, donc il y a 2 jours. Hier soir, Nicolas Prost était encore là avec Laurent Frédéric et Hilario pour honorer la mémoire d'Ayrton. Ah oui, merci de me faire intervenir aussi et surtout aussi une grande présence d'émotion parce qu'on a quand même Laurent Frédéric qui nous a bercé aussi au son de la F1 et c'est quand même un honneur pour nous de l'avoir aujourd'hui. Exactement. Alors justement, Laurent Frédéric, vous êtes journaliste, scénariste de bande dessinée, je dirais même presque écrivain. Il vous arrive d'écrire des bombes, et puis vous avez aussi surtout, voilà, non mais vous allez en parler plus précisément. Et puis vous avez aussi, vous avez l'Afterlap sur Internet, super site Internet. Donc les liens, tous les liens dont je parle ce soir sont dans le corps du texte de la publication du live. Voilà, l'Afterlap que vous allez nous présenter. Vous allez nous raconter un peu votre actualité et tout ce que vous faites sur la toile. Oui, bah, l'Afterlap, donc c'est un podcast que j'ai lancé au mois d'août 2019. Bon, il y a tout un tas de raisons qui ont présidé à la création de ce podcast. J'ai été animateur sur RMC, vous le savez, tous les dimanches pour une émission Motors qui n'avait pas été renouvelée. Motors TV, c'était fini également. Donc j'ai voulu rebondir un petit peu et lancer un nouveau projet. Et bah, le podcast, c'est bien dans l'air du temps, c'est sympa, ça permet de se faire un petit peu ses émissions à soi et puis de garder le contact évidemment avec le milieu et puis de montrer qu'on a toujours la passion et la flamme. Donc toutes les semaines, je propose un numéro. Alors c'est soit l'évocation d'une course du passé, soit un entretien évidemment avec une personnalité du sport auto. Et par exemple, j'avais consacré un épisode à Hilario parce que Imola le jour d'après, le livre que Hilario a écrit l'an dernier, est un must absolu pour moi dans les écrits concernant le sport auto en 2019. Donc Hilario, je me souviens très bien de l'avoir mis à l'honneur et c'était tout à fait mérité. Et puis juste avant, j'avais par exemple raconté comment j'avais couvert la mort de Senna. Je ne sais pas si on en parlera vraiment Bien ce sûr soir, qu'on mais en j'ai été parlera. envoyé Oui, spécial on en parlera. à Sao Paulo pour couvrir les funérailles pour France 2 à l'époque où je travaillais. Donc voilà, toutes les semaines, je propose un épisode comme ça, l'Afterlap, et c'est sur le site, oui, www.afterlap.com. Et il y a une page Facebook qui est dédiée aussi. Je suis présent sur toutes les plateformes. Merci, voilà pour le petit coup de Ah bah c'est projecteur. normal. Et la bombe? La bombe, bon bah oui, alors vous voyez, là, il figure dans ma Ouais, bibliothèque en bonne place. Bon bah oui, donc ouais. beaucoup le savent, j'ai une double casquette, je suis aussi auteur de bande dessinée, scénariste depuis pratiquement 30 ans, j'ai publié 60 albums, c'est mon 60e, et je raconte dans cet album, qui est sorti début mars, la saga, on peut dire, de la bombe Ouais. atomique, comment les Américains se sont lancés dans cette course à la bombe atomique pour être les premiers finalement à la construire, et comment donc on en est arrivé au 6 août 1945.
Donc là, vous voyez, quand je ne m'intéresse pas au sport auto, j'ai des horizons assez vastes, mais évidemment, je l'assume et pour moi, c'est nécessaire aussi. Et donc là, oui, ça fait 450 pages et je suis avec un dessinateur canadien et un co-scénariste belge. Et puis donc, voilà, on raconte l'histoire vraie de la bombe atomique puisque, ça vous aura pas échappé, on est en 2020 au 75e anniversaire, évidemment, de ce triste événement qui est Hiroshima et Nagasaki. D'accord. Merci Laurent-Frédéric. Ravi de vous avoir avec nous. Vraiment, vraiment ravi de vous avoir avec nous. C'est un vrai plaisir. Alors justement, l'épisode numéro 19 de l'Afterlap a été consacré par vous, Laurent-Frédéric, donc à Hilario Pax, donc qui est avec nous, qui a écrit ce merveilleux livre qui est toujours derrière moi, juste à côté de la Williams Renault d'Ayrton Senna. Voilà, donc ce livre que tu as écrit longuement, hein, après une longue réflexion, après quelques mois, je dirais, de mûre réflexion. Tu peux nous en parler, Hilario, de ce livre, et puis peut-être que tu as une petite surprise pour les auditeurs. Oui. Alors moi je suis pas aussi prolifique que Laurent-Frédéric, j'en suis à ma première publication, mais bon, plus que 59 pour te rattraper. Voilà, donc en fait c'est un roman que j'ai écrit à mes heures perdues sur à peu près 2 ans. Et le postulat de départ, c'est ça démarre à Imola le 1er mai 1994, au moment où Ayrton Senna quitte la piste à Tamburello et vient se fracasser contre le mur d'enceinte. Et la différence, c'est que heureusement, c'est une fiction, mais heureusement Senna s'en sort. Il n'est pas blessé et à partir de là, j'ai imaginé la suite de sa vie, de sa carrière. Et voilà, dans une espèce de rêverie personnelle. Et apparemment, les lecteurs apprécient beaucoup le récit. Je reçois beaucoup de témoignages et voilà, je vis une petite aventure très sympathique grâce à ce livre. D'accord. D'ailleurs, sans ce livre, je serais sans doute pas là ce soir. Ah, qui sait. Alors c'est vrai, Hilario, que je t'ai appelé une fois. J'ai carrément pris mon téléphone et puis je t'ai appelé parce que je me suis dit tiens, quel est ce livre? Ça m'intriguait, donc je suis allé voir sur internet et donc il est possible de l'acheter sur Amazon.fr. Voilà, donc en fin d'émission, je rappellerai aussi on peut se procurer la bombe de Laurent-Frédéric. Voilà, tout ça, tous les liens, je vous les présenterai. T'as une petite offre à faire, je crois, à ceux qui nous écoutent ce soir, Hilario. Oui, en ce jour triste anniversaire, j'ai quand même décidé de commémorer l'événement. Et donc, je propose le livre dans la limite des stocks disponibles, parce qu'en ce moment, Amazon, c'est un peu compliqué pour se faire livrer. Ouais. Mais je propose le livre à prix coûtant, donc c'est-à-dire 8 € frais de port inclus à tous ceux qui veulent bien me contacter, puis je me ferai un plaisir de le dédicacer pour eux. D'accord, donc contactez Hilario, sur son compte Facebook par Messenger, voilà, tout à fait, par Messenger, je précise, et puis il vous l'enverra dédicacé très très rapidement, avec évidemment toutes les contraintes du Covid qu'on connaît. Voilà. Bon, Alban, t'es chaud? Bah écoute, on y va, feu patate. Tu disparais pas ce soir, hein? Il est chaud bouillant, Alban. Normalement, voilà. Hier, j'ai pris mes dispositions. Voilà, ok. Alors, comme je leur dis à nos auditeurs, désolé, Hilario a eu un petit problème de son, donc c'est pas grave. On peut pas améliorer cette affaire, mais on l'entend quand même. Voilà. Je salue aussi donc tous les abonnés qui nous ont rejoints. Vous êtes déjà plus d'une 50aine à nous avoir rejoints. C'est vraiment un réel plaisir. Rebonsoir à vous. Merci à F1 Actu aussi qui partage ce live sur sa page. C'est vraiment sympa. Voilà. On va se lancer donc dans cette soirée Ayrton Senna pour parler un petit peu plutôt de l'homme, de l'humain. Évidemment qu'on parlera de pilotage, évidemment on parlera de son passage chez Lotus, chez McLaren, chez Williams, et évidemment ses débuts aussi chez Toleman. Je dirais que je passerai la parole à Laurent-Frédéric pour commencer cette émission, ou Hilario, comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Ayrton est quelqu'un de particulier, on l'a vu toute sa carrière, de par ses luttes avec Alain Prost, de par son attitude, mais aussi par rapport à son envie d'améliorer la sécurité. Voilà, plein de choses nous sont parvenues quand il était pilote dans ces écuries prestigieuses. Mais avant tout, on va quand même revenir sur d'où il vient, parce que ça souvent on n'en parle pas ou très peu, et souvent on est fait
de là d'où on vient, quand on était enfant ou plus jeune. Hilario, si tu veux nous raconter un petit peu quelle était sa famille, quel était le milieu dans lequel il a évolué au Brésil, parce qu'il est né à Sao Paulo, hein, en 1960. Raconte-nous un petit peu d'où vient Ayrton. Et puis Alban et Laurent Frédéric, n'hésitez pas à intervenir, il n'y a pas de souci. Voilà. Ayrton, donc comme beaucoup de pilotes aujourd'hui, peut-être encore beaucoup plus aujourd'hui qu'à l'époque, est quand même issu d'une famille assez aisée. Son père, Milton, pourtant a commencé en tant qu'ouvrier d'usine, puis ensuite il a développé son entreprise de construction mécanique, et donc il travaillait pour l'industrie automobile brésilienne. À la suite de ça, il a développé d'autres activités comme l'élevage de bétail. Il avait jusqu'à 10 000 têtes de bétail quand même. Et donc il s'est marié avec Neide Sena, donc, qui lui a fait 3 enfants. Donc l'aîné c'était Viviane, qui est né en 1958, Ayrton 2 ans plus tard donc, et le petit dernier, Leonardo, né en 1966. Neide, ça fera plaisir à Alban, je pense, était d'origine italienne et même napolitaine. Oh, bah alors une voisine alors. Tu as peut-être de l'ADN commun avec Ayrton Senna. Ah, écoute. Au moins une petite partie. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut raconter, la découverte du karting, en fait, ça s'est fait par son père, qui a construit son premier karting à l'âge de 4 ans. Ça l'a pas amusé très longtemps, en fait. Pendant 5-6 ans, il n'y a pas vraiment touché. Et à 10 ans, le virus l'a repris, là, pour de bon, cette fois. Et là, il est passé aux choses sérieuses en faisant acquérir à son père un kart auprès d'un des principaux préparateurs du Brésil, un Espagnol qu'on appelait le Che à l'époque. Et donc c'est à partir de là qu'il a commencé déjà par s'entraîner beaucoup, tout seul, parce qu'il n'avait pas l'âge de participer à des compétitions. Donc il s'entraînait sur des parkings de supermarchés, sur la piste du circuit d'Interlagos. Et il est pas déjà il avait un sens il était très assidu au pilotage, puisque dès qu'il y avait une averse, il courait s'entraîner pour améliorer sa technique de pilotage sur piste humide. Voilà, son père l'attendait, enfin il ne le voyait jamais quasiment, quoi. Le week-end il partait avec son kart, et puis voilà, il n'arrêtait pas de tourner inlassablement jusqu'au jour où il a pu participer à sa première course. Alors il n'avait pas l'âge, donc il s'est retrouvé un peu au milieu des grands, lui tout petit au milieu des grands, et fatalité, la grille de départ se jouait par tirage au sort, et il a tiré la pole position. Donc la première course d'Ayrton Senna, il est parti depuis la pole position. Au tirage au sort. Au tirage au sort, la première d'une très longue série. Tout un symbole. Tout un symbole. Et la course, je crois même qu'il l'avait gagnée. Ouais. Alors qu'il avait peut-être 2 ans de moins que les autres. Ça. Laurent Frédéric, vous voulez rajouter quelque chose sur sa famille, peut-être Non, Hilario a bien résumé effectivement ce background qu'on connaît tous. Mais si on veut d'ores et déjà progresser dans le débat, moi je vais vous le dire franchement, hein, je connais tout ça, bien sûr, on le sait, ça fait partie finalement de la légende. Mais pour moi, ça devient vraiment intéressant, et Ayrton Senna devient Ayrton Senna quand il part évidemment du Brésil et qui part donc en Angleterre avec 2 notions, si je ne m'abuse, hein, Hilario, tu me contredis. Oui. Il y a donc à la fois ce déchirement familialo et patriotique même, de quitter son pays, sa famille, et d'aller à l'autre bout, pas du monde, mais enfin bon, de traverser l'Atlantique et d'aller s'installer dans un pays, certes mythique pour le sport auto, l'Angleterre, mais enfin bon, pas forcément super accueillant, ou un peu, il faut bien le dompter, le temps ou les personnes. Et puis surtout, donc il est marié, hein, et tu me confirmes qu'il y a aussi cette histoire de mariage dont on a peu parlé, qui est pas très connue. Quelques mois seulement. Oui, c'est ça. Et qui aboutit sur un échec ou un divorce où on n'a jamais trop su. Et puis c'est vrai que c'était pas évident. Moi, je me souviens qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions quand même qui étaient posées sur cet épisode. C'est un peu intime, c'est un peu secret.
Mais tu vois, bon, voilà. Mais à partir de là, la légende est en marche parce qu'il y a un défi d'un jeune pilote, il y a une volonté de progresser dans la vie et il sait que ça passe par un exil, mais que c'est le prix à payer. Il y a un engagement familial et marital qui sera pas honoré, disons ça comme ça, en tout cas qui survivra pas. Donc tu vois, il y a une dimension humaine qui à ce moment-là a démarré. Et ça, je crois que ça l'a beaucoup façonné, hein, ça lui a créé une personnalité faite d'ambition, c'est sûr, de volonté de se battre pour y parvenir, quitte à peut-être sacrifier des choses au passage. Oui. Peut-être son mariage, ça en fait partie, hein, c'est un peu ce qu'on pense tous. Mais voilà, et là l'histoire était lancée, hein, et c'est vrai qu'à partir de là, elle était assez irrésistible, et effectivement, tous ceux qui l'ont croisé savaient qu'on avait là quelqu'un d'exceptionnel au niveau du pilotage. Ouais. Et puis s'entraîner sous la pluie en Angleterre, c'est plutôt aisé finalement, plutôt facile, voilà. Alors il est repéré, et après Alban, je te demanderai un petit peu ce que tu en penses par rapport au karting. Qui est le début souvent pour beaucoup de pilotes. Il est repéré par Lucio Pasquale en Angleterre et ça devient quelqu'un de très très important pour Ayrton. C'est je dirais le début du début finalement. Hilario. Oui, c'est donc aussi le Tché, celui qu'on surnomme le Tché, Lucio Pasquale Gascon, qui s'est pris d'affection un peu pour ce jeune garçon. Et là, d'entrée, il a pu se rendre compte, lui, parce qu'il était en première loge, du caractère assez singulier de ce garçon. D'entrée de jeu, il passait ses journées dans l'atelier de ce préparateur, à bricoler son kart, à essayer de comprendre comment améliorer les choses, chercher le petit détail par-ci, le petit détail par-là. Et d'entrée, ce qu'il a fait ensuite pendant tout le reste de sa carrière, il a essayé de se l'approprier quasiment, quoi. Il avait d'autres clients, mais il était tellement présent tout le temps qu'il a essayé de se l'approprier, et ça allait très loin puisque il l'a raconté, ce préparateur, c'est que parfois il se permettait même de répondre au téléphone et de dire non, Lucio n'est pas là, rappelez plus tard, alors qu'il était là, mais lui il voulait l'avoir pour lui tout seul, et c'est d'autant plus intéressant pour lui quand c'était le père d'un de ses concurrents qui appelait pour savoir où en était le kart de son fils. Ça lui permettait en quelque sorte d'éliminer un potentiel concurrent. Ouais. Voilà, dès l'adolescence, il était déjà ce qu'il était après, quoi. Une personnalité très exclusive et ultra déterminée. Alban, le karting, Ayrton. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ayrton Senna, le karting, c'est une grande histoire d'amour. Il a nourri un regret, et il l'a souvent dit au micro, c'est qu'il n'a pas gagné un titre notable en karting. Il a été deux fois vice-champion du monde, et le jour où il a gagné son titre de Formule 1, son deuxième ou son premier titre de Formule 1, on lui a demandé quelle était sa réaction. Il a dit moi j'ai gagné qu'un titre ou deux, demandé au champion Mike Wilson à l'époque, qui avait enfilé les titres, c'était son 5e ou 6e titre. Donc Senna avait beaucoup de passion pour ce sport. Et je pense que ce sport, le kart, ne lui est peut-être pas assez rendu ses lettres de noblesse, mais lui, en tout cas, ça lui a permis d'avoir une approche différente, parce que les courses, je ne vais pas dire que nous, en Europe, on est des précurseurs du sport auto, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le plus gros du plateau sportif de haut niveau en Europe est supérieur, que ce soit au championnat sur le continent américain avec les États-Unis et le Brésil, que ce soit au Japon, que ce soit sur le continent africain. En Europe, on a les meilleurs du moment. Donc l'Europe est une terre de sport auto. Et Senna l'a bien compris en arrivant et en coupant le cordon familial pour vraiment se donner à 100% dans son sport mécanique, ce qui va lui donner quand même des sacrées lettres de noblesse, plusieurs titres, et qui va être reconnu. Mais ce qu'il a fait, c'est quand même beau, parce que s'exiler, coupé de la famille. Bon, il a été un petit peu drivé par des Brésiliens qui étaient déjà sur place. Mais quand on est tout jeune comme ça fait un peu bizarre de couper un peu ce cordon, et surtout se dévouer corps et âme au sport mécanique, surtout en le pratiquant. Il y a plus de moments de tristesse que de moments de bonheur. Et passer par des moments de tristesse quand on n'a personne à qui se confier, ou des proches pour avoir une épaule bienfaisante, il l'a fait, et je pense que ça l'endurcit un peu plus dans son mental de tueur, on va dire, parce qu'à l'époque, il commençait à se découvrir,
Et après, on l'a vu enchaîner des passes d'armes formidables. Je vous pose la question, quels étaient les rapports, comme nous dit Morad sur le chat, quels étaient les rapports entre Lucio Pasquale et les parents d'Ayrton? C'était assez fluide, ils avaient vraiment confiance en lui, c'était... Oui, apparemment, oui, le père d'Ayrton Senna, quand ça commence à devenir sérieux, il a fait confiance à Lucio Pasquale, il a demandé son avis, et en fait, il avait déjà repéré, avant même qu'il se présente chez lui, sur les pistes de karting, il avait déjà repéré ce garçon qui avait des trajectoires très précises, très réguliers, et il s'était même permis de le chronométrer à son insu, donc il savait déjà beaucoup de choses sur lui, quoi, avant même de le connaître. Et une fois qu'il a tout gagné au Brésil, pour l'évolution de sa carrière, il a fallu justement qu'il s'exile en Europe. Et c'est là où il a été présenté aux frères Parilla. Donc il y a un grand nom dans le milieu du karting. Et il faut savoir quand même qu'à l'époque, alors je ne suis pas un spécialiste du karting, peut-être que Calvan me contredira, mais à l'époque c'était la IAME, la Yamé. La Yamé, voilà. La Yamé, la grosse écurie où on avait l'écurie qui dominait le karting mondial. Et lui, il a préféré aller chez les frères Parilla, qui étaient des anciens de la Yamé, d'ailleurs, il me semble, parce qu'il estimait qu'il aurait un kart mieux préparé, alors que à la Yamé, il serait qu'un pilote parmi d'autres, quoi, en fait. Donc il voulait vraiment attirer toute l'attention sur lui. Et ça a été vraiment, quand on lit toute sa biographie, ça a toujours été comme ça dans toute sa carrière. Et c'est vrai qu'il a jamais gagné de championnat du monde. Ça a été l'un de ses grands regrets, effectivement. Par contre, en karting, lui aussi, alors ça pareil, je sais pas si c'est vrai, mais il se dit que ça a été le premier à avoir piloté à une main, en réglant le vis de carburateur de l'autre main. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est lui qui a lancé cette technique, mais c'est la légende qui dit ça. Il en aurait été capable, je pense. C'est obligatoire, hein. On règle tous d'une main, hein, les carburateurs, et il faisait aussi c'était le spécialiste aussi des beaux appels contre appels, de la glisse maîtrisée aussi. D'accord. Il y a Renaud Derlot qui nous a rejoint sur le live. Bonsoir Renaud. C'est un habitué, un grand habitué de Max F1, Renaud. Je le salue bien bas, car j'ai l'honneur de le connaître et de l'apprécier. Exactement. Et il nous dit, j'ai commenté ma première course avec LFB, Laurent-Frédéric Bollet. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Parce que des fois, il est assez blagueur, alors on doute un peu. Hein. À l'époque de Motors TV, on a bien dû faire des choses ensemble, oui, ça c'est sûr. Ouais. A priori, c'était la V8 Supercar. Ouais. En Supercar, l'Australien. Ah oui. Oui, non, mais Renaud, forcément, c'est un vieux de la vieille, un fidèle ami, effectivement, et nous l'avons, je l'ai accompagné aussi lorsqu'il évidemment était avec Jev, Jean-Éric Vergne. Il a conquis le titre F3 en Grande-Bretagne. Justement, tu vois, là, il y a un petit parallèle qu'on peut aller gagner la F3 en Grande-Bretagne. C'est sûr que ça vous forme un pilote, ça. Rien. Quand vous avez fait Thruxton ou Oulton Park sous la pluie, après, vous craignez pas Monza, lorsqu'il fait beau. Il faut aller vaincre l'Angleterre. Donc, Ayrton avait bien compris qu'effectivement, sa trajectoire devait passer par l'Angleterre, qui est un peu une plaque tournante du sport auto, oui, ça c'est sûr. Ouais. Et j'aimerais, il y a une petite question de Patricia, très rapide, hein, ça n'a pas forcément rapport. J'aimerais savoir si la famille d'Ayrton connaît le livre que tu as écrit. Pas à ma connaissance, je pense pas. Il faudrait, il faut le faire traduire. Il faut le faire traduire. Ouais. Oui. Si parmi nous il y a des traducteurs, des gens qui peuvent aider Hilario, faites-le traduire, aidez-le peut-être si tu as envie. Ça se trouve, t'as peut-être pas envie que ça sache, va savoir. Tu veux peut-être que ça reste pour nous, rien que pour nous. Okay. Non, pas du tout. J'y ai pensé, voire même une version en bande dessinée qu'on réclame de temps en temps. Laurent-Frédéric, je t'en prie. Je vous en prie. Oui, on va en reparler. Non, mais l'idée d'Hilario, là, je lui rends encore hommage, elle est évidemment fantastique. Et je résume, et si Senna n'était pas mort à Imola le 1er mai 94. Donc elle est artificielle, fatalement, elle est fantastique dans le sens grosse imagination, quoi. Mais elle est géniale, j'ose le dire, parce que c'est pas non plus scandaleux que de se poser ce genre de questions et de se dire et si, c'est le jeu de la vie, ça, c'est le jeu du scénariste, c'est le jeu du raconteur d'histoire, ça passe forcément par et si, ça c'est le mot clé de tout scénariste. Donc Hilario, là, tu as une idée de génie
Et tu as été au bout de ton idée. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ton livre, et là je le dis vraiment publiquement, c'est que non seulement tu as su t'appuyer sur les événements qui ont eu lieu après dans la vie réelle, que tu as réussi à raccorder par rapport à ta fiction, donc ça c'est vraiment formidable, et c'est relativement logique même les conclusions auxquelles tu es arrivé, et je le dis, et je spoil pas plus, c'est que c'est très émouvant. Ouais. Et oui, parce qu'on se prend au jeu de savoir mais comment vieillit en fait Ayrton, c'est ça, et comment sa carrière, sa vie se poursuit, et tu as emprunté des chemins qui n'étaient pas si évidents que ça. Tu nous surprends quand on lit le livre, et à la fin, on est même bluffé par la fin que tu as trouvée et l'émotion qui s'en dégage. Voilà. Là, je le dis vous avez totalement raison. Si je dois donner un mot, un sens à ce livre, le mien, hein, bien sûr, évidemment je l'ai lu, c'est l'émotion. L'émotion. Et il y a des moments, des passages, je dévoile rien du tout, il y a des passages, voilà, je dis pas qu'on a les yeux qui rougissent, mais ça nous rappelle des choses. Voilà, hein, comme quand Ayrton est décédé, évidemment, c'est un peu la même chose. On reçoit un peu des fois ces émotions. Parfois on sourit aussi, hein, il y a des moments où tu nous fais bien rire aussi, Hilario, dans ce livre. Donc n'hésitez pas à vous le procurer sur la plateforme Amazon.fr ou par un message Messenger. Il y a une information d'un très grand journaliste qui nous regarde ce live, monsieur Pierre Monoulit, nous dit Viviane parle bien français, donc Hilario peut lui envoyer son bouquin. Bon, il faut. Ah, t'as la pression là. Ah oui, là j'ai la pression. Allez. Non, mais elle ne peut qu'être sensible. Bien sûr. Certains protagonistes du roman l'ont lu, j'ai eu quelques retours, très sympathiques d'ailleurs, qui m'ont fait plaisir. Donc, oui, avoir le point de vue de la famille Sénat et d'Alain Prost, évidemment, ça serait un petit peu magique pour moi, quoi. Alors on va revenir à Ayrton sur sa partie karting. On va un petit peu clore le dossier et le début de sa carrière en karting, même s'il a, comme dit Alban et Laurent Frédéric, il n'a jamais été champion du monde en kart. Hilario ou Laurent Frédéric ou Alban, c'est quelqu'un qui enregistrait déjà des messages sur dictaphone pour les gens qui s'occupaient de son kart, les mécaniciens. Il avait déjà ce sens aigu de la préparation de la course, de la préparation de la mécanique, de la technique et de son kart, déjà, de sa monture. Oui, non, il ne négligeait rien. Hein, quand il a décidé de partir donc à la fin de sa carrière de kartman en 1980 en Angleterre, donc il a pris contact avec l'équipe Van Diemen dirigée par Ralph Shearman, le père de l'autre, Ralph Shearman, qu'on a pu voir en F1 chez Jordan au début des années 2000. Et oui, déjà, il avait des exigences de champion, alors qu'il avait un palmarès de karting, mais il avait tout à prouver en monoplace. Et dès la première rencontre, Ralph Shearman l'a raconté, il avait été bluffé par son aplomb, par son côté, enfin, il avait la tête vraiment sur les épaules et il savait ce qu'il voulait, quoi. Il voulait pas signer n'importe où à n'importe quel prix, et il l'a fait par la suite. Il a même refusé à Ron Dennis un contrat de Formule 3. Ron Dennis voulait lui payer une année de Formule 3, il a refusé parce qu'il n'avait pas assez de garantie pour la suite. Donc à 20 ans et quelques, refuser un contrat de la part de Ron Dennis, il faut quand même avoir une sacrée confiance en soi. Ouais. Et oui, donc après oui, vas-y, je t'en prie, vas-y. Après, ce qu'il faut voir, c'est comme tu parles, qu'il est assez pointilleux sur les détails. Mais si il veut se donner le pouvoir de réussir et de sortir du lot et d'intégrer son rêve ultime, eh ben, il se met toutes les chances de son côté et il est obligé de passer par ces moments-là. C'est pas les plus fantastiques pour un pilote, mais si on passe pas par là, on n'a pas du tout la même carrière qu'on peut avoir si on s'implique ou pas dans ces réglages, ne serait-ce que... Il vivait quand même à plus de 200% sa passion et il en est mort de sa passion, donc quelque part... il a toujours été quelqu'un, je ne l'ai pas connu par les médias et tout ça, mais j'ai lu quelques bouquins, c'est quelqu'un qui c'est du mimétisme. Et quand on est professionnel, et si on n'a pas ce mimétisme, on ne va pas loin. Tu peux intervenir ? Bien sûr, oui, je vous en prie. Je saisis la balle au bond d'Alban par rapport au fait de vivre intensément sa passion et peut-être même d'en mourir. Bon, moi, j'ai vu tous les Grands Prix d'Ayrton. Je suis un petit peu plus peut-être ancien que vous. Et en 1984, quand il arrive en F1, oui, je regarde les Grands Prix déjà et j'en rate pas un. Bon.
Et on viendra peut-être tout à l'heure sur comment moi je l'ai vu arriver, comment je l'ai perçu, Ayrton Senna, quand il arrive en F1. Bon. Mais tout ça pour vous dire que, comme c'était mon idole et que autour de moi je ne parlais que de Senna et que je saoulais mes amis de Ayrton Senna et que je voulais aussi devenir journaliste de sport auto pour un jour le rencontrer, combien de fois j'ai entendu mes amis dire, parce qu'à l'époque Prost Senna, la F1 avait une telle audience que beaucoup de gens regardaient quand même les Grands Prix et c'était vraiment un sport évidemment primordial dans l'actu et beaucoup de gens regardaient la F1. Et depuis, c'est évident que ces gens n'ont pas continué à regarder la F1. Fin de la parenthèse, mais bref. Combien de fois j'ai entendu la phrase, donc j'arrive au but, Senna, il se tuera un jour, ou il va se tuer celui-là. Tu vois, il y avait cette perception, combien de fois je l'ai entendu, hein, je vous jure, c'est vrai, qu'il était sur une corde raide. Parce que quand on le voyait en tête d'un Grand Prix, moi, le premier, j'étais jamais sûr qu'il allait gagner. Prost, il était en tête, c'est bon, on pouvait éteindre la télé, il lui arriverait rien. Prost, à ce niveau-là, il était génial. Une mécanique, hein, le professeur, on connaît tous, ça va au bout, quoi, ça ne fera pas d'erreur. Ayrton, c'est brillant, c'est génial, c'est le panache, c'est la vitesse exprimée, mais on était toujours en train de se dire, oh là là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il ne va pas sortir un petit peu trop large sur le vibreur? Est-ce qu'il ne va pas prendre un peu trop de risques dans le trafic, etc. Je vous assure, on n'était jamais sûr qu'il allait gagner. Alors que moi, évidemment, je désirais qu'une chose, c'est qu'il gagne. Mais tant que le drapeau à damier n'était pas passé, ouh là là, je retenais mon souffle. Bon. Et puis, il y avait effectivement cet engagement, cet absolu, qui faisait que, moi, voilà, c'est un petit témoignage que je vous livre. Beaucoup de gens autour de moi, souvent, m'ont exprimé qui ne vieilliraient pas, voilà, j'ose le dire, et qui se tueraient un jour. Ouais, je l'ai entendu. On pourrait le comparer à quel pilote aujourd'hui, Laurent Frédéric? Est-ce que vous trouvez qu'il ressemble, enfin, quel pilote aujourd'hui lui ressemble? Aujourd'hui. Oui, j'en ai un aussi. Et c'est à vous que je pose la question. On va faire le tour de table d'ailleurs. On va poser la question à Alban et à Hilario après. Ouais. J'en profite. Alors, oui, bon, c'est à vous pour toi, donc allons-y, on va jouer le jeu. Bon, pour moi, Senna, c'est un pilote génial. Voilà. Pas parfait, hein, si on devait détailler. C'est un homme et Dieu sait qu'il a eu quand même des fois des choses où on pourrait en parler. On pourrait peut-être se dire que là, oui, c'était peut-être pas très glorieux. Bon, on pense tous à Suzuka 90, bien sûr, mais enfin bon, on en reparlera là aussi peut-être tout à l'heure. Donc, mais au niveau du pilotage, c'était un mec génial. Moi, il n'y a qu'un mec actuellement, qu'un pilote que je qualifie de génial spontanément, c'est Verstappen. Bon. Alors, j'aurais tendance comme ça, à brûle pour point, à dire c'est forcément un peu du Verstappen actuellement parce que Verstappen, il y a des coups de volant extraordinaires, il y a une niaque hallucinante. Moi, le Grand Prix d'Autriche l'an dernier, il m'a complètement scotché et bluffé, je l'ai trouvé génial, il n'y a pas d'autre mot. Et puis, on a tous bien remarqué que sous la pluie, Verstappen était effectivement authentiquement génial. Bon. Maintenant, si on veut élargir un petit peu le cadre, je mettrai pas Hamilton comme le Senna, c'est pas comme ça que je le perçois. Peut-être quand même Vettel, même si maintenant Vettel, je crains, soit un petit peu en phase descendante de carrière et ne représente plus une sorte de panache, mais le Vettel des années Red Bull, avec les pole positions enfilées comme des perles, avec le premier tour où il termine avec 3 secondes d'avance sur tout le monde, et là aussi on a le sentiment qu'il est largement au-dessus du lot en valeur pure. Bon voilà, j'aurais tendance à mettre un mix entre Vettel et avec une exigence. Vettel, on l'a bien senti, il a lui aussi, c'est un travailleur, il y a un engagement. Moi, Vettel, j'ai pu l'interviewer quand il avait 17 ans, je peux vous dire, tout de suite, j'avais pris conscience que ce gars-là était exceptionnel. Il y avait une maturité, il y avait une analyse, il y avait une façon de s'exprimer calme, mais très posée, mais très très forte. Bon, j'ai interviewé une fois Ayrton, oui, c'est sûr que j'ai ressenti la même chose, une sorte de ton posé, mais avec un charisme hallucinant. Bon, Vettel, jeune, m'avait vraiment impressionné. Donc voilà, allez, pour répondre à votre question, Verstappen actuellement, et puis un peu du Vettel quand il était flamboyant chez Red Bull, quand il arrive même chez Toro Rosso. Tout à fait. Alors, je précise à ceux qui nous écoutent que je cherche pas à faire. Je vois déjà les réactions et c'est tant mieux, ça réagit, c'est parfait, c'est le but. Je cherche pas à ce qu'on trouve quelqu'un qui ressemble à Ayrton. C'est pas ma question. C'est est-ce qu'on peut percevoir, je la pose autrement, est-ce qu'on peut percevoir chez des pilotes aujourd'hui ou ces 10 dernières années, 15 dernières années, des similitudes, voilà. Et moi, je trouve que Verstappen a ce piquant, cette niaque, cette envie, go quoi. Faut y aller et meilleur temps. Je dois aller au bout et je veux gagner absolument. Alors qu'on a un Charles Leclerc qui est peut-être un petit peu plus cérébral. Alban.
C'est un peu dur de comparer, c'est pas la même époque. Je parle de l'œuvre, de ça, l'attitude, pas- ce qu'on pourrait des fois, ouais, je sais pas. Dis-moi. Verstappen a un trait de ressemblance avec Senna, c'est son agressivité au volant. Par contre, il n'a pas sa gestion de course parce que Senna, des fois, savait aussi ralentir. C'est clair qu'il aimait pas perdre, mais des fois, il avait une autre approche de course qu'à Verstappen. Verstappen, c'est ça passe ou ça casse. Et Senna était un peu comme ça chez lui. Après, il s'est amélioré. Quand on a eu le passage à vide chez McLaren, qui avait une McLaren qui était pas top avant de partir chez Williams, il avait une autre définition de sa course. Donc, c'est un peu difficile, mais oui, il y a des similitudes avec Verstappen. Comme il y a eu avec Alonso, parce qu'Alonso aussi c'est un teigneux, il lâche rien, et Senna lâche rien non plus. Donc voilà, en termes de vitesse pure, pour moi, oui, c'est Verstappen. En termes de charisme, j'aurais plus vu un Alonso. Alors, il y a Patricia qui nous dit, Voilà. et je te laisse finir Alban et après on te posera la question Hilario. Non, c'est Ouais, bon. ça Ouais, marche, c'est ça bon. marche. Patricia qui nous dit, personnellement, je ne ressens plus la même chose avec les nouveaux. Effectivement, c'est pas la même génération. Bah oui. Ouais, Oui, on est bien d'accord. On est bien D'autres d'accord. voitures, Rien à voir. d'autres voitures, c'est d'autres. Voilà, C'est deux C'est mondes. deux mondes différents. Hein, Hilario? Donc, oui, comme disait Alban, enfin, quand on comparait Alban à Verstappen à Senna, mais il ne faut pas oublier quand même qu'à l'âge de Verstappen, il était encore en Formule Ford. Verstappen, il a déjà 100 Grands Prix dans les pattes. Le monde a totalement changé. Mais c'est vrai que moi, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec LFB. Verstappen, par certains aspects, me fait penser à Senna. Son agressivité, peut-être même un petit peu son insolence en piste. Bon, lui, il est insolent aussi hors piste parfois. Là, il faudrait plutôt penser à Nelson Piquet. Là. C'est pas Alban. Mais voilà. C'est Et, entre eux. Ouais. oui, magnifique. La saison 2019 de Verstappen, moi, ça me fait penser à la saison 87 de Senna. C'est le troisième homme, il y a une équipe qui domine, et lui, c'est le troisième homme qui tire son épingle du jeu quand les leaders sont un peu défaillants. Quoi. Toujours là, toujours présent, régulier. Ouais. Autre Après, point commun peut-être. Oui, Alban, vas-y. Non, vas-y. Je vous en prie, Allez-y, Laurent. Frédéric, allez-y. Frédéric, allez-y. Autre point commun, c'est la gestion, effectivement, Hilario l'a abordé, des relations dans les équipes et des coéquipiers. Ayrton était un tueur, hein. Il faut bien se le dire. Alors évidemment, quand il tombe contre Prost, là, on est à un autre niveau. Et c'est évidemment ce qui fait toute la légende, évidemment, de l'épisode Prost-Senna et des deux qui sont pour moi indissociables. Mais que ce soit avec Cecotto, avec Dumfries, avec oui, voilà, Berger même, d'un certain niveau, c'est pareil. Bon, bah, c'est vraiment Ayrton qui capte la lumière et c'est pour lui. Et il n'y a pas vraiment, on sent pas une complète volonté de partage même. Bon, Verstappen, on a bien compris que Verstappen, c'était un peu pareil et qu'il y a une envie de s'installer souverain dans son équipe et que, bah, autour, on en subira les conséquences. Hein. Pierre Gasly, par exemple, voilà. Oui. C'est ce qui fait la marque aussi, le caractère de grand pilote. Donc, bah, c'est marcher sur les pieds. Et c'est des fauves, hein. Tu les mets au milieu de l'arène et tu tues tout ce qu'il y a autour. Donc, quand ils sont dans une équipe, c'est clair que je rejoins Laurent, Frédéric et Hilario. Toute l'attention est portée sur eux parce que il y a qu'eux qui peuvent apporter ce plus et porter l'équipe vers le haut. Ouais. Laurent, Frédéric, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les pilotes de F1 sont formatés comparé à vous qui avez vu arriver Ayrton en Formule 1? Et je sais que c'est pas les mêmes époques, je le répète, je le sais bien, mais enfin ça reste de la Formule 1 quand même, et c'est pas si vu que ça non plus. C'est pas énorme. Hein. Il y a quand même une petite trentaine d'années certes, mais comparé à un Russell, un Lando Norris ou d'autres qui voilà, comme Charles Leclerc par exemple, est-ce que les pilotes d'aujourd'hui sont trop formatés peut-être selon vous? Est-ce que peut-être pas assez de personnalité aussi? Ah oui, non, mais je le pense sincèrement. Ouais. Je le pense sincèrement. Bon, je veux pas apparaître comme le réac de service. Non, pas du tout. C'était mieux avant. Voilà. Mais force est de constater qu'effectivement, si on considère, et je considère que c'est le cas, que Prost-Senna, c'est l'âge d'or de la Formule 1. C'est ce qui est en train de connaître le tennis avec l'époque Federer-Nadal. Les deux meilleurs peut-être sont au même moment, au même endroit et se battent avec des styles différents. Bon, et ben en Formule 1, moi je suis persuadé qu'on a eu ça dans les années 80 avec effectivement Prost-Senna qui ont deux styles différents
qui étaient à un moment donné dans la même équipe, et ça c'est très important pour justement développer cette rivalité, et qui évidemment avaient deux personnalités complètement différentes, et qui savaient l'exprimer. Alors, il n'y avait pas l'époque, c'était pas à l'époque avec les réseaux sociaux ou les chaînes d'infos, on les voyait peut-être moins finalement, on les entendait peut-être moins. Mais du coup, lorsque on était en week-end de Grand Prix et lorsque l'un des deux parlait, c'était parole d'évangile et soudain, ça prenait une importance considérable. Bon. De nos jours, c'est vrai que tout le monde parle sur Twitter, sur Instagram pour tout et n'importe quoi. Sans doute que la parole est diluée. Ça, je le pense sincèrement. Mais vous rajoutez effectivement ce côté rivalité absolue entre les deux, avec deux personnalités qui savaient s'exprimer, qui n'avaient pas peur de s'exprimer, parce que Ayrton, on a un peu glosé sur son côté mystique ou sur son côté jusqu'au boutiste, mais le fait est qu'il l'exprimait et qu'il le montrait. Donc déjà, moi... Des fois, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'Hamilton, il est un peu lisse pour dire les choses. Et puis, on a le sentiment que Vettel, pareil, il dit rien et que lui, plus moins on parle de lui. Pourtant, je l'aime bien, vraiment. Vettel, j'aime beaucoup. Mais il est trop discret quelque part. Bon, donc on en voudrait un petit peu plus. Bon, Prost, il n'avait pas la langue dans sa poche, je peux vous dire, il répondait. Et puis il envoyait des vacheries à Senna. Et il l'a même plusieurs fois mis en difficulté parce qu'il lui a glissé des petites peaux de banane, il a révélé des choses et on voyait bien que ça atteignait Ayrton un peu dans son intimité ou sa personnalité. Bon, ben voilà. Donc là, à l'époque, oui, il y a encore un aspect sport avec des têtes d'affiche qui s'expriment. Et pour reprendre votre expression, bah oui, de nos jours, on a le sentiment que c'est un petit peu... Autant on tresse des louanges là, à Verstappen par son style, autant j'ai pas le sentiment que Verstappen, lorsqu'il parle, il me dit des choses que je vais retenir très... Là, faut être honnête, j'ai pas le souvenir de déclarations qui sortent de l'ordinaire de Verstappen. Donc là aussi, c'est révélateur. Verstappen, pour l'instant, par sa personnalité, m'a pas bluffé, alors que par son pilotage, oui, ça a été le cas. Senna et Prost, évidemment, c'était toute la panoplie qui était complète. Et ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que maintenant, tous les teams aseptisent la liberté des pilotes parce qu'ils ne veulent pas avoir le souci qu'a eu McLaren en termes de gestion de pilotes avec Prost et Senna dans leur rang. À l'époque, McLaren était dominatrice, elle pouvait gagner tous les grands prix de la saison, elle ne l'a pas fait parce qu'il y en a un qui ont dû lui manquer dans la saison. Maintenant, un team ne peut plus se permettre, ne serait-ce que pour l'image de marque et ne serait-ce que pour les sponsors, avoir deux tigres, deux fauves dans la même écurie. Ce ne sera plus possible parce qu'il y a l'image de marque de l'écurie. Avant la Formule 1, on avait encore des artisans à l'époque de Prost et Senna, où eux ont trusté les hauts, mais derrière, il y avait quand même du Lotus, il y avait du Williams, il y avait du Ferrari. Les recettes n'étaient pas aussi faramineuses que l'on peut avoir maintenant. Donc maintenant, c'est différent de se dire oui, mais c'était mieux avant. Non, maintenant tout est contrôlé. Les pilotes ne peuvent plus s'exprimer. On ne mettra pas deux têtes d'affiche dans la même écurie parce que ça peut mettre sur le tapis perdre des points. Ça peut faire écorner l'image de marque des sponsors. Il y a ça aussi à en prendre en compte. C'est qu'à l'époque de la F1 et de Prost et Senna, c'était all-in, c'était le jackpot. Et pourtant, l'expérience prouve et montre qu'à chaque fois qu'il y a une guéguerre entre coéquipiers au sein de la même équipe, c'est ça qui fait l'actu et c'est ça qui fait les souvenirs marquants. Honnêtement, on se souvient plus de l'accrochage Leclerc-Vettel au Brésil l'année dernière que n'importe quelle autre action de la saison. On se souvient de l'accrochage Verstappen-Ricardo à Bakou. On se souvient évidemment de l'accrochage Hamilton-Rosberg en Espagne. Voilà. Donc, dans le passé, là, récemment, il y a quand même eu des cas de figure où on voit bien que une cohabitation interne, lorsqu'elle est en mode guéguerre, retient l'attention et est captivante. Bon, on peut quand même rendre grâce à Ron Dennis et à McLaren qui nous a proposé effectivement ce casting qui était voué au clash. Ils ne pouvaient pas en aller autrement, mais ils l'ont fait, ils l'ont tenté. Et pendant 2 ans, au moins dans la même équipe, on a vécu 2 années, évidemment que certains pourraient considérer comme pourries ou très difficiles à vivre, mais c'est ça qui a fait la légende de la Formule 1. 88-89, c'est ça qui fait qu'on en parle encore 26 ans après, quoi. Exactement. Hilario. Le pire, c'est qu'il faut savoir que c'est Prost qui avait suggéré à Ron Dennis le nom de Senna pour venir le rejoindre. Parce qu'à l'époque, Prost commençait à prendre des parts dans l'écurie McLaren dans le but éventuellement de poursuivre sa carrière au-delà du pilotage en tant que team manager ou dans l'encadrement. Et ensuite, c'est là que c'est parti. Mais on parlait de la presse tout à l'heure, mais la guerre entre les deux, ça se faisait autant par presse interposée que sur la piste. LFB racontait tout à l'heure, a brièvement évoqué les vacheries qui se balançaient par presse interposée. Mais oui, j'ai un exemple précis. C'est par exemple après Imola 89 où
où Senna ne respecte pas le pacte de non-agression au premier tour, soi-disant qui avait été établi avant le départ entre les deux pilotes. On n'a jamais vraiment su le fin mot de l'histoire d'ailleurs. Et donc à la suite de ça, Ron Dennis les a convoqués lors d'une séance d'essai privée quelques jours plus tard et a sommé Senna de s'excuser et voilà, de reconnaître sa faute. Et Prost s'est empressé de raconter ça à un journaliste de l'équipe, le fameux Johnny Reeve, et Johnny Reeve a titré Senna a pleuré. Parce que Prost avait raconté que pendant qu'il s'est excusé, il n'avait pas pu retenir ses larmes. C'était aussi quelqu'un de très sensible. C'est une personnalité vraiment, vraiment complexe. Et Senna lui en a voulu à Johnny Reeve. Il ne lui a plus adressé la parole jusqu'en décembre 93. Donc pendant 4 ans, Johnny Reeve suivait tous les Grands Prix. Il répondait à ses questions, mais il regardait un autre journaliste. Ah oui. Donc, c'était tu vois, je savais pas que c'était à ce point-là, d'ailleurs. Ah non, mais à l'époque, il fallait un peu choisir son camp. Hein, je vous jure, c'était vrai. Hein. Et même à l'intérieur de chez McLaren pour les mécanos et les ingénieurs. Ouais. C'est vrai que la presse française était partagée. On sait que Lionel Froissart était évidemment côté Senna. Moi, je l'étais aussi, mais j'étais pas encore complètement dans la profession. Donc mais c'est vrai que les journalistes français emblématiques étaient forcément un peu plus côté Prost que Senna. Et c'était vraiment impossible d'aimer les deux, je dirais. Hein. Moi, je me souviens vraiment de ce clivage qui vraiment existait et qui était le reflet de cette rivalité, oui, exacerbée. Et il a normalisé sa relation avec la presse française quand il a signé avec Williams Renault. Voilà, c'est ça. Dans un geste très pro. Renault. Voilà, un geste très pro. Il a convoqué les journalistes français, il leur a expliqué qu'ils avaient des intérêts communs maintenant et qu'il fallait arrêter la guerre, que le passé, la guerre Prost-Senna c'était terminé, que voilà. Ouais. Et d'ailleurs, Johnny Reeve l'a raconté. Ensuite, il l'avait invité dans l'équipe parce qu'il passait à Paris parce qu'il était convoqué par la FIA suite à son altercation avec Eddie Irvine au Grand Prix du Japon 93. Et donc il a été interviewé dans les locaux du journal de l'équipe. Et Johnny Reeve n'a pas pu rester à la fin parce que c'était le jour de son anniversaire. Et donc il a dit excusez-moi, je ne vais pas pouvoir rester avec vous ce soir. Il y avait un petit peu ensuite après l'interview. Et Senna s'était renseigné, il a dit oui, je suis au courant. Il avait même préparé un cadeau. Ouais. Non mais après vas-y Albor, non vas-y parce que t'as moins parlé. Excusez-moi Laurent. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il y avait quand même un président de la FIA qui était français, Jean-Marie Balestre, et c'était pas non plus normalement quand on est président de la FIA, on est assez droit dans ses bottes, on ne donne pas d'avis sur l'un ou sur l'autre, et on a vu que Jean-Marie Balestre était pro-français, donc du coup, ça a aussi perturbé beaucoup Ayrton. À plusieurs reprises, ils se sont fait la guerre. Ouais. Ça a commencé en 87. Notamment pour l'histoire de pole position à Suzuka. Et même avant. Et certains briefings pilotes ont été assez houleux aussi. Oui. On va y revenir à ça. Avant, parce que il y a quand même quelque chose qui est très important et Laurent Frédéric a vraiment cette on va dire expertise ou souvenir qui est tout à fait légitime. C'est l'arrivée de Senna en Formule 1 en 84, donc dans l'écurie anglaise Toleman, avec qui il a fait à peu près 14 courses, hein, si je me trompe pas, 14 Grands Prix. Comment Senna comment il a vécu, comment il s'est intégré à la Formule 1 dans cette écurie, ou Hilario ou Laurent Frédéric, hein, peu importe, si vous voulez en parler de ça, parce qu'on n'en parle pas souvent de sa période Toleman, même si c'est pas forcément le moment où il est plus glorieux. Son premier titre c'est 88, 4 ans plus tard, mais voilà. Oui, voilà. Allez-y. Voilà. Ouais, pardon. Et si c'est le jeu sans doute de ce soir où on se dit tout et on se dit des choses en fonction de sa propre expérience, voilà. Bon. Donc moi je vais vous dire comment j'ai vécu effectivement l'arrivée de Senna en Formule 1. Donc 1984. J'ai 17 ans, je suis les Grands Prix depuis 1977, je l'ai raconté dans un épisode de l'Afterlab, j'ai pris conscience de l'existence de la Formule 1 au Grand Prix d'Afrique du Sud 77 avec cet accident épouvantable qui tue Tom Price et un commissaire de piste, et je me souviens avoir regardé les Grands Prix à partir du Grand Prix d'Autriche 77, où là Mario Andretti, je me souviendrai toujours, au premier tour est troisième et il termine le premier tour premier, donc il double 2 voitures dans le premier tour, c'est quand même assez rare. Voilà, donc je suis quand même les Grands Prix depuis un certain nombre d'années.
Ayrton Senna arrive en 84, je prends conscience de son existence qu'à Monaco. Donc vous voyez, j'avoue qu'à l'époque, alors est-ce que c'est parce que je suis écolier, que je dois préparer le bac français, je ne me souviens pas spécialement d'Ayrton Senna dans les premiers Grands Prix de la saison. Non, je m'en souviens pas. Par contre, à Monaco, je m'en souviens parce que je suis devant mon écran. Et effectivement, on sait qu'il y a une pluie diluvienne et il y a ce micmac à la fin de la course où Jackie X, drapeau rouge, drapeau à damier, c'est la confusion la plus totale. Alain Prost s'arrête avant la ligne et on voit un Blanc-Bec qui arrive derrière et qui le double. Bon, moi honnêtement, je pense que c'est comme si maintenant quelqu'un qui certes suit la F1 mais qui est peut-être pas, qui a autre chose dans sa vie, voit un Lance Stroll qui déboule derrière et qui peut-être va battre Hamilton. C'est-à-dire oui, il en a conscience. Mais c'est pas pour ça que ça va le bouleverser, c'est pas pour ça qu'il se dit ma vie va changer. Donc voilà, Monaco 84, c'est une situation bizarre, on sait qu'elle est tellement particulière à cause de la pluie, qu'il y a des circonstances qui font que on s'intéresse qu'à Lauda et à Prost et à ce duel, parce qu'avant de parler de Prost-Senna, il y a eu Lauda-Prost chez McLaren et on savait qu'a priori le titre serait pour les deux. Et puis il y a les outsiders, on va dire Ferrari et d'autres équipes qui sont derrière, même Lotus déjà à l'époque bien sûr. Et honnêtement, Senna-Toleman, c'est vraiment la deuxième division, quoi. Donc moi, vous voyez, ça m'éclaire pas, ça m'ouvre pas les yeux de manière complète. En revanche, le dernier Grand Prix de la saison, là où Niki Lauda devient champion du monde pour un demi-point face à Prost. Et donc, le dernier Grand Prix de l'année, donc c'est quoi de mémoire, c'est le Portugal, je me trompe? Non, c'est Estoril, oui. Oui, c'est Estoril. Hein. Senna fait 3. Et là, moi, je me souviens m'être dit, là, attention, c'est symbolique. Là, j'ai instantanément perçu que ce gamin qu'on avait vu briller à Monaco et qui avait signé un autre podium en Grande-Bretagne dans la saison et dont on voyait bien qu'il était un jeune couteau qui, un petit peu façon Lando Norris peut-être, voyez maintenant, petit gars, il y a quelque chose là. Bon, qui monte sur le podium au dernier Grand Prix, là ça m'avait beaucoup plus marqué que cette deuxième place à Monaco, mais qui avait quand même été complètement étouffée par la polémique de l'après-course et par la gestion de la course par Jackie X ou par la fin de la course. Bon, là effectivement il y avait quelque chose. Le fait que ce jeune pilote soit derrière les deux premiers au championnat du monde. Là, moi, je me souviens, c'est là que j'ai vraiment découvert Senna. Et après, je pourrais éventuellement témoigner sur Estoril 85, parce que là aussi, j'ai une petite anecdote à vous livrer, mais enfin, je ne veux pas tout le temps parler. Voilà, tout le temps. Si. Non, mais vous voulez que j'enchaîne ou vous voulez Parce que vous voulez nous dire qu'à Estoril, c'était sa première course chez Lotus. La deuxième. La deuxième. Non, il y a un élément que tout le monde a oublié, mais dont moi je me souviens très très bien, qui fait que ce Grand Prix d'Estoril 85, avant même qu'il ait lieu, est important en France. Eh bien, sachez, chers amis, que c'est le début du loto sportif et que je pense, là il faudrait que je vérifie, je pense que depuis quelques semaines on peut parier sur les matchs de foot, mais ce jour-là, pour le loto sportif, on parie sur le Grand Prix d'Estoril, le Grand Prix du Portugal, où il faut cocher les cases pour dire qui va gagner le Grand Prix, etc. Et oui, mais si, moi j'en souviens très très bien. Alors oui, je ne sais plus trop les modalités, est-ce qu'il y avait tous les noms des pilotes, puis il fallait cocher celui, mais enfin bon, il y a le loto sportif. Et à l'époque, quand ça démarre le loto sportif, il y a un côté où ça prend bien, quoi. Donc moi, je me souviens que j'avais joué. J'avais joué forcément Prost, ça peut être que ça, parce que c'était vraiment le favori. Bon. Et donc, moi, je me souviens très bien, mes parents regardent le Grand Prix avec moi, ma mère regarde le Grand Prix d'Estoril parce que on avait joué au loto sportif et qu'on en parlait plus que la normale, je dirais, de ce Grand Prix. Donc voilà, je voulais vous livrer cette anecdote. Et ce Grand Prix, on l'a tous vu. Alors là, vraiment, c'était surnaturel. Là, donc moi, j'en avais pris conscience de Senna, mais c'est comme si je suis sûr que c'est ma mère. C'est comme si elle voyait Lance Stroll gagner le prochain Grand Prix en mettant 1 minute à tout le monde sous la pluie, un pilote dont elle n'a jamais entendu parler. Ouais. Elle disait, mais c'est qui ce pilote génial qui survolait littéralement, qui nous faisait peur? Parce que je peux vous dire, dans le trafic en fin de course, Senna, il prenait des tours à des pilotes. Combien de fois j'ai dit, il va sortir, quoi. Il n'avait pas besoin de prendre autant de risques, mais il était exceptionnel, il était dominateur. Et là, honnêtement, ça m'est jamais arrivé depuis, à part, même pas Verstappen, non, quand même pas, faut pas exagérer, parce que Senna, c'est unique. Là, on s'est dit, légende absolue. Voilà. De ce jour-là, de ce Grand Prix d'Estoril, on a tous eu conscience qu'on avait vécu quelque chose d'exceptionnel, de surnaturel, d'historique. Auto-Hebdo, 3 jours plus tard, titre « Le début d'une légende ». Voilà, ça allait au-delà d'une victoire, ça allait au-delà d'une première victoire. C'était une telle démonstration, c'était une telle mainmise sur l'art du pilotage.
Parce que Johnny Reeve, tiens, dans la fabuleuse histoire de la Formule 1, il a employé une expression que j'ai trouvée géniale. Pour Senna, le pilotage était un art. Voilà, enfin, c'est globalement, c'est une paraphrase. Et il a montré que conduire un véhicule avec une carrosserie et 4 roues et un moteur derrière, c'était équivalent à une prestation artistique. Bon, et ben là, ce jour-là, c'était le cas. Il n'y avait pas de compte-rendu sportif à faire. On était en face, effectivement, d'un homme qui était en train d'écrire son destin à lui, mais aussi même le destin de sa discipline. Voilà. D'ailleurs, moi, je me rappelle sur les VHS, Laurent Frédéric, il a failli prendre un tour au deuxième. Ben oui. Qui était Alboreto. Il arrivait pratiquement à une ligne droite de la Ferrari. Ah ben non, mais c'est hallucinant pour un Grand Prix. Oui. Voilà, c'était une démonstration hallucinante. Mes parents, je m'en souviens très bien, on regardait jusqu'au bout ce Grand Prix. Voilà, il y avait cette ambiance l'autosportif. On voulait voir le résultat. Et ce type-là, on n'en avait jamais entendu parler pour le grand public. Voilà, faut être honnête. C'est comme si quelqu'un arrivait et battait tout le monde. Un joueur de tennis, voilà, il arrive à Roland-Garros et il bat Djokovic, Federer, Nadal et il gagne le tournoi dont on n'aurait jamais entendu parler. On se dit, mais attends, c'est quoi ce prodige? Ben voilà, c'était ça. Et surtout là, il avait un coéquipier qui était assez fort quand même. C'était De Angelis. Et De Angelis, en 84, si je me rappelle, a fait 3 au championnat. Ouais. Donc là, il avait déjà une pointure parce qu'à Tolman, c'était un Anglais qui était Cecotto, qui n'était pas encore au niveau qu'il a pu connaître avec De Angelis. Et quand De Angelis a dû voir arriver Senna qui gagne à Estoril, ça doit aussi remettre beaucoup en question sa place dans l'écurie, parce qu'à l'époque, c'était plus le premier pilote encore de Angelis. Ça s'est mal passé entre eux d'ailleurs. Hein. Il a quitté l'écurie à la fin 85. Il l'appelait Machiavel. Justement, encore une fois, il avait pris toute la place chez Lotus. Quoi. Et Cocorico, Lotus était dirigé par Monsieur Gérard Ducarouge. Ah oui. Et là, l'osmose entre les deux, elle est réelle. Hein. On sait très bien qu'effectivement. Gérard Ducarouge a trouvé en Senna évidemment le pilote dont il rêvait pour évidemment exploiter au mieux son matériel, et Senna voyait bien Gérard Ducarouge, un ingénieur rigoureux, doué, qui allait l'accompagner vraiment à fond. Et leur première rencontre d'ailleurs, elle a eu lieu en 84, je crois, dans un restaurant dans le cadre d'un Grand Prix. Et c'était Senna qui était spontanément venu se présenter à Ducarouge en lui disant qu'il savait qu'un jour ils travailleraient ensemble. Et l'année suivante, ils ont tout de suite collaboré et ça a été une grande histoire entre eux. Quoi. Ducarouge, c'était un monument de la Formule 1 à cette époque. Mais même chez Matra à l'époque, avant. Non, ça a été une grande. Et d'ailleurs, il faisait tellement de pole position en 85 que les concurrents commençaient à douter de la légalité de la Lotus. Il disait c'est pas possible. Et Ducarouge avait eu cette formulation assez incroyable à la presse. Il avait dit si vous voulez porter réclamation, il faut porter réclamation à l'encontre du pilote parce que c'est le seul qui est magique dans cette voiture. Ouais. C'est de là que le surnom de Magic Senna est arrivé. Ouais. J'allais te poser la question. Sachez, oui, Laurent Frédéric. Magic Senna, moi j'ai jamais aimé ce surnom. Pour moi, Magic Senna, c'est artificiel, c'est pompé sur Magic Johnson. Ouais. Voilà. Pour moi, le terme Magic était déjà pris. Donc Magic Senna, je l'ai jamais employé dans un reportage, dans un récit de Grand Prix. Je connais, et puis voilà, on est entre nous, ça m'empêche pas de dormir. Mais j'ai jamais aimé ce surnom, donc je l'ai jamais employé. Voilà, fin de la parenthèse. Ceci dit, les Lakers dominaient le championnat américain. Dans ces années-là, et on peut effectivement penser que c'était l'amalgame, ça c'est sûr. Ou alors je me trompe et que Magic Johnson c'est après. Non, je vous assure, je connais. Là c'est bon, il n'y a pas de souci. Oui. N'est-ce pas Alban? Là je connais. Voilà. Oui. Et c'est Michael Jordan qui a fait tomber l'hégémonie des Lakers en 91 avec le premier titre des Bulls, avec un 4-0, 4-1. 4 victoires pour les Bulls et une victoire pour les Lakers. Voilà, 91. D'ailleurs, juste pour clore la parenthèse 84-85, quand on regarde le documentaire qui a été fait sur Senna, on le voit interviewer à un moment après Monaco, il a interviewé lui demandant qu'est-ce qu'il ferait l'année prochaine. Senna déjà dans sa tête était déjà parti de cette écurie et il a joué un peu la langue de bois en disant écoutez, pour l'instant je suis là et après on verra. Mais lui, dès qu'il arrivait à F1, il savait que ça allait être une pente ascendante.
Parce qu'il avait il avait un capital confiance. Et ce capital confiance qu'il avait d'entrée de jeu lui a été, je dirais, offert par la pluie à Monaco et ensuite a été confirmé sur les dernières courses à Estoril. Et c'est ce qui lui a donné ce côté un peu mystique et ce côté flamboyant d'un pilote hors pair. Je ne sais pas si vous partagez ce point de vue avec moi. Si. Ah bah oui, bien sûr. Quand en général, qui nous dit mot consent, mais... Oui, c'est ça, exactement. Écoutez religieusement ce que c'est tu ça, dis. exactement. Merci. Ah bah écoute, je lis quelques... En 84, on l'a oublié, mais il a été exclu d'une course. Enfin, pas exclu. Il a été sanctionné par l'équipe Toleman parce qu'il avait annoncé qu'il allait quitter l'équipe pour partir chez Lotus l'année suivante. Donc ils l'ont sanctionné, ils lui ont refusé l'accès au Grand Prix d'Italie. Ouais, c'est vrai. Ouais. Géo nous dit incroyable son pilotage à Monaco en 84. Son premier Monaco en F1 est une référence. J'avais 10 ans et c'est là que je suis tombé sous le charme et ma passion est née ce jour-là. Voilà. C'est sûr qu'il y a... Ah, alors là, contrairement à moi, là, il avait pris conscience de Senna. Non, moi, je peux que témoigner que... parce que maintenant, on associe Belloff aussi à cette fin de course où Prost était loin d'être le plus rapide et qu'il y avait deux jeunes loups derrière qui peut-être allaient écrire une page extraordinaire. Mais c'était des circonstances tellement exceptionnelles qu'on savait que ce résultat n'était pas complètement représentatif de la saison, quoi. C'était vraiment le duel Prost-Lauda qui dominait, avec Mansell à Monaco où on peut croire lui aussi qu'il va gagner puis qui part à la faute un peu à la Mansell. Bon, après c'est vraiment deux outsiders qui ont récupéré la mise, tant mieux pour eux, bravo, mais on ne pouvait, moi j'ai pas complètement perçu que voilà le génie allait être là tout de suite. C'était un peu les circonstances de course qui ont fait que c'était exceptionnel. Mais voilà, on a attendu que quelques mois pour en être définitivement certain, ça c'est sûr. Et moi, instantanément, voilà, ce Senna à Estoril est devenu mon idole absolue. Et donc, mais c'est fou, parce que je suivais tout à fond. S'il n'était pas en pôle, j'étais méga déçu. S'il gagnait pas la course, je faisais la gueule tout le dimanche. Le lundi aussi, peut-être, non? Le lundi matin, oui, je devais peut-être argumenter en disant ouais, mais s'il gagnait, mon week-end était sauvé, j'étais heureux. Ah oui, non, mais comme quoi, quand on est ces sportifs ou ces êtres de légende qui vous atteignent, qui vous parlent, c'est irrationnel, mais c'est vrai, ça existe. Moi, ça a existé. Et ce qui s'est passé, c'est que la pluie, comme vous dites, elle a redistribué les cartes parce qu'une monoplace sous la pluie, on peut avoir la meilleure comme la plus faible. Si on a un bon pilote et qui maîtrise son élément, la plus faible peut gagner. C'est l'avantage de la pluie. On est tous égaux sur la pluie. Alors, et la plupart de ces grandes courses, il les a, ces grandes victoires, il les a obtenues sous la pluie. Estoril, on parle de Monaco, on parle de Donington 93. Évidemment. Au Brésil aussi, ça commençait à pleuvoir à un moment que sa boîte est restée bloquée. On le voit qui pointe la pluie. Brésil comme s'il remerciait Dieu. La fin du Brésil 91, humainement, qu'est-ce que c'est fort. Cette douleur que l'on sent, que l'on ressent, cette volonté d'y aller parce que c'est le Grand Prix qu'il faut gagner, cette douleur d'y être arrivé, qui se mêle au soulagement et au côté je me lâche complètement. Ah oui, non, là il y a les cris qui poussent à la radio, la douleur pour sortir de la voiture, le podium. Là, vous voyez, c'est typiquement des moments de sport qui dépassent un sport. Là, c'est mythique sport général dans le monde. C'est dans l'histoire de la Formule 1, forcément, mais c'est des images de sport mondialement célèbres et mondialement inoubliables. Voilà, c'est vrai que cette époque Prost-Senna a contribué à faire de la Formule 1 un sport gigantesque. On peut vraiment là en avoir la nostalgie, là, je pense. C'est ce qui a donné ses lettres de noblesse à la C'est pas pour rien qu'il avait le surnom de Rainmaster. Rainmaster, c'est ça? Le maître sous la pluie. C'était Jackie X à la base. Oui, Lario. Je t'en prie, Lario. C'était Jackie X, Rainmaster. Oui, c'est plutôt Jackie X, ce surnom de Rainmaster. Tout à fait, si je puis me permettre. Oui, il faut, parce que moi, je maîtrise pas l'époque, je connais pas tous les détails de cette époque, les années 80 et 90, et je pars sous votre couvert, évidemment. Ok. Juste, Hilario, avant de continuer sur ces déboires avec Jean-Marie Balestre, tu peux nous raconter, Hilario, comment Prost et Senna, donc Alain Prost et Senna se sont rencontrés pour la première fois? J'ai trouvé cette anecdote en préparant l'émission, j'ai trouvé ça sensationnel. Je vois que tu nous la racontes et après on file tout droit au milieu des années 80, voire fin des années 80, avec la période fin Lotus et le premier titre en 88, et notamment la lutte avec les petites anecdotes avec Balestre qui
qui met un petit peu la zizanie, on va dire. Raconte tout ça, cette alors, belle histoire. Je voulais pas qu'on la rate. Ouais. Alors, ils ont déjà dû se croiser évidemment au début 84 dans les paddock de F1. Parle bien fort, mon ami. Leur vraie première rencontre a eu lieu entre l'aéroport de Francfort et le circuit du Nürburgring en mai 84, où la plupart des grands pilotes de l'époque, beaucoup de pilotes de F1 et d'ancienne gloire, étaient conviés à l'inauguration du nouveau Nürburgring, et à l'occasion, Mercedes avait organisé une course pour l'occasion aussi du lancement de la Mercedes 190E. Donc, Prost avait été chargé de récupérer Senna à l'aéroport, et ils ont fait 2 heures de route ensemble, où ils ont fait connaissance en voiture, tout bêtement. Ça s'est très bien passé, ils ont très bien accroché de suite, ils ont plaisanté, ils ont passé un très bon moment. Et le jour des qualifications, c'est Prost qui a fait la pole. Senna était qu'en 2e ligne, et Prost l'a raconté ensuite. À la suite de ça, il ne lui a plus adressé la parole de tout le week-end. Au départ, il a été un peu chaud sur Prost. Bon, je crois que c'est Niki Lauda qui avait gagné cette course devant Carlos Reutemann, si je me rappelle bien. Mais voilà, ça démontre c'était un homme totalement différent quand il avait un casque sur la tête et en dehors, quoi. On en vient maintenant un peu à aller avec son bras de fer. Merci Lario pour cette anecdote. Moi, je le savais pas. Je le savais pas. Je trouve ça excellent. Comme quoi, ça a commencé un petit peu parfois dans la bonne humeur. Il y a eu des déboires après, et puis après on sait qu'ils se sont réconciliés. Et je vous invite à regarder les photos qu'on a postées aujourd'hui sur notre site avec cette belle poignée de main bien plus tard. Son bras de fer avec Jean-Marie Balestre, qui pourrait nous parler un petit peu de tout ça. Pourquoi il y a eu cette guéguerre, comment c'est venu. Hilario, si tu veux, ou Laurent Frédéric, vous voulez. Oui. Hilario. Hilario, je t'en prie. Oui, vas-y. On pourra compléter sur le paroxysme de leur antagonisme qui a eu lieu en 1990. Mais en fait, ça a vraiment commencé déjà dès 87. En fait, Jean-Marie Balestre, au Grand Prix de France, avait interdit aux pilotes de brandir un drapeau national après une victoire. Et il n'y en avait à peu près qu'un seul qui le faisait, c'était Senna. D'ailleurs, c'est ça qui a aussi contribué à sa popularité dans son pays, parce que là où ça a vraiment décollé pour lui au niveau de la popularité, c'est au Grand Prix de Détroit 86 qu'il a remporté. Et ce Grand Prix a eu lieu à une date assez particulière, c'était le lendemain du quart de finale Brésil-France de la Coupe du Monde 86. Et ce jour-là, alors je suis pas un expert en foot, mais ce jour-là, l'équipe de France avait éliminé la sélection brésilienne. Et le lendemain, le dimanche, Senna gagne la course, mais pas devant n'importe qui, devant 2 Français, devant Lafitte et devant Prost. Et en plus, il brandit son drapeau. Donc ça a été comme une revanche du peuple brésilien après l'affront de la veille, quoi. Et donc j'en reviens à Balestre. Donc il y a eu cette histoire donc d'interdiction de brandir le drapeau, qu'il a pris pour lui d'ailleurs, hein, il a vraiment pris pour lui. Ensuite, ça a continué en 89 à la suite de l'accrochage Prost-Senna dans la chicane à quelques tours de l'arrivée, où Senna, on connaît cette histoire, hein, Senna peut repartir, Prost abandonne, Senna peut repartir poussé par les commissaires, il court-circuite un échappatoire, il remonte son ennemi, il gagne. Et à l'arrivée, il est disqualifié non pas parce qu'il a été aidé par les commissaires, mais parce qu'il a court-circuité la chicane. Donc il n'a pas bouclé la distance exacte du Grand Prix. En gros, c'est ça. Ensuite, j'en étais. Ensuite, c'est quand même assez fort, c'est que Ron Dennis avait porté réclamation en plus contre son propre pilote, parce que Prost avait annoncé qu'il partait pour Ferrari. Donc lui, il avait misé son avenir sur Senna. Donc il a porté réclamation pour qu'il retrouve sa victoire, et du coup pour lui laisser encore une chance de remporter le titre, parce que en cas d'abandon, de disqualification, c'était Prost qui était titré. Évidemment, Balestre a appuyé pour que la disqualification soit confirmée, et Senna a considéré ça comme un complot franco-français à son encontre. Quelques jours après, à la fin du championnat, il a déclaré publiquement ça, donc ce qu'il pensait, que Balestre était favorisé Prost, et pour cette raison,
Là, le bras de fer s'est engagé. Balestre a exigé des excuses, qui ont été très longues à arriver. Il a menacé de ne pas lui accorder sa super licence pour la saison 90. Ouais. À quelques heures de la publication des engagés de la saison 90, c'était toujours pas Senna qui était mentionné, c'était Jonathan Palmer. et finalement, grâce à la diplomatie de Ron Dennis et à un fax, je crois, Senna a finalement s'est excusé, pas directement, plus par rapport à l'institution que par rapport à l'homme Balestre. Et donc il a pu participer à la saison. Et là est arrivé le Grand Prix du Japon en 90. Senna fait la pole une nouvelle fois. Et là, cette fois, si Prost abandonne, c'est Senna qui est titré. Et ça faisait 3 saisons qu'il était en pole position à Suzuka et 3 fois qu'il rate son départ. Pourquoi il ratait son départ à chaque fois? Parce que l'emplacement de la pole était du mauvais côté de la piste, sur la partie sale de la piste. Donc il avait demandé aux officiels, comme ça avait déjà été fait sur plusieurs circuits dans la saison, de déplacer l'emplacement de la pole, de le changer de côté. Il considérait qu'ayant fait le meilleur temps, c'était à lui de disposer de la position la plus avantageuse. Balestre, encore une fois, lui, tape du poing sur la table, refuse totalement. Le départ arrive. Senna rate encore une fois son départ. Prost part devant, aborde le premier virage à droite en tête. Senna plonge à l'intérieur, il le harponne, les deux abandonnent et Prost est titré. Non, Senna est titré. Senna est titré, évidemment. Donc là, Balestre furieux. Ça fait 2 championnats qui se finissent en eau de boudin par des accrochages entre les 2 principaux protagonistes. Bref. Et ce qui arrivera en fait, c'est que Senna reconnaîtra après son titre obtenu en 91, son 3e titre obtenu en 91, qu'il a délibérément sorti Prost. Non pas par rapport à Prost, mais il en voulait surtout à Balestre. C'était une sorte de vengeance à l'encontre de Jean-Marie Balestre. Et une petite histoire, une petite anecdote après un peu qui montre aussi l'homme qu'il était, très religieux et pour qui le pardon c'était quelque chose d'important. À la remise des prix de la saison 91, donc où il avait été titré, qui a eu lieu en décembre, Jean-Marie Balestre venait de quitter ses fonctions à la FIA, il était remplacé par Max Mosley, et au moment où il vient recevoir son prix, il demande à Jean-Marie Balestre de venir avec lui sur l'estrade. Il lui serre la main, il lui explique que la hache de guerre est enterrée et il lui offre son casque de la saison 91. Donc il a souvent, il voulait tout maîtriser. C'est comme sa réconciliation avec Prost, il fallait que ça vienne de lui systématiquement. Une question que j'ai à vous poser justement, Laurent Frédéric, sauf si Alban, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Sur ce duel sur l'épisode de Suzuka où après je poserai la question à Laurent Frédéric. Vas-y. Se sont neutralisés. C'est juste pour le moment historique, c'est la première victoire d'Alessandro Nannini, sa seule et unique victoire pour la Benetton. C'était juste ça. Que Senna double à la chicane au dernier tour, prouvant de fait, moi c'est comme ça que je l'ai interprété, prouvant de fait que son dépassement et sa manœuvre sur Prost, qui était totalement identique, était valable dans le sens où légitime. Il était quand même à l'intérieur, il avait réussi à se glisser à l'intérieur. On sait bien, sur le moment ça semblait pas si évident que ça, on a pu croire que Senna harponne Prost. Très vite, on a bien pris conscience que Prost s'était bien rabattu aussi. Dans l'image d'hélicoptère, c'est assez clair. Voilà, c'est ça. Donc, le fait que Senna reparte et double Nannini prouve que sa manœuvre, c'était la même, elle était valable et que Prost avait été aussi pas blanc-blanc dans cette histoire. Voilà. Est-ce que là, je m'arrête, je reviens un petit peu sur le fil rouge du live. Est-ce qu'on peut dire que finalement, Senna savait reconnaître au final, après coup, qui avait su l'affronter? Est-ce qu'il avait finalement, à terme, après coup,
du respect et montrait aux gens, au monde, en offrant son casque, en serrant la main d'un tel ou un tel. Est-ce qu'il était capable aussi de montrer que, après avoir lutté contre quelqu'un, il savait reconnaître la valeur de l'autre au final? Est-ce que je m'exprime bien? Oui. Voilà. Oui, je vois pas ce que vous voulez dire. Enfin, je pense comprendre aussi. Non, je pense qu'effectivement, il fait partie de ce genre de personnages qui sont obsédés par la compétition. Il faut bien le dire, les choses comme elles le sont. Pour lui, tous les épisodes d'une vie quotidienne sont rythmés par la compétition et par le fait de devoir être meilleur. Alors c'est un sportif de haut niveau, donc ça s'exprime le plus dans son sport, et donc il veut devenir le meilleur, il voulait être champion du monde, et il voulait mettre tout pour y parvenir. Maintenant, effectivement, c'est quelqu'un qui s'est construit dans l'adversité, peut-être même par rapport à lui-même, mais certainement par rapport à d'autres, qu'Alain Prost a symbolisé de manière la plus évidente, mais que Jean-Marie Balestre a pu aussi symboliser, parce qu'à l'époque, Hilario a très bien rappelé tous les faits, mais on ne pouvait que penser qu'il y avait une connexion franco-française entre Balestre et Prost, et qu'effectivement il y avait de la persécution de la part de Balestre envers Senna, et donc de l'injustice envers Senna. Mais au bout du compte, Ayrton ne vivant que pour la compétition, et donc qui dit compétition dit quand même adversaire, eh bien les adversaires qui se distinguent sont de fait pour lui des gens qui a posteriori sont de son niveau et sont de sa valeur et sont ceux qui lui ont permis d'exister finalement. Et voilà, je ne fais pas de la psychologie de bazar, mais je crois qu'on est tous d'accord. À partir du moment où Prost s'arrête, c'est-à-dire en 93, il devient champion, mais on sait que ça sera terminé pour lui. Et ben on a tous bien vu. Mais c'était à tous les niveaux. Tu parlais de Johnny Ive tout à l'heure. Lui aussi, toute la presse française a bien compris que, bien sûr, on avait peut-être choisi son camp et peut-être qu'on avait été anti-Senna ou pro-Prost ou l'inverse. Mais à partir du moment où cette histoire se terminait, tout le monde était orphelin, en fait. Senna était orphelin de son Prost. Prost était orphelin de son meilleur ennemi. La presse française était orphelin de sa plus belle histoire. Le monde était orphelin d'un duel que l'on voyait toutes les semaines. La Formule 1 en elle-même aussi. Oui, bien sûr, tout à fait. Bon. C'était fini les épreuves chaotiques avec, comme vous dites, où tout le monde se tape dessus, il y a du sensationnel et voilà. Voilà, mais ça faisait partie du jeu. Mais Senna, effectivement, ça je le sais, et cette histoire avec Alain est formidable, ça c'est vrai, à la fin c'est très émouvant, et c'est ce dernier semestre, on va dire, où la paix des braves est déclarée, où la hache de guerre est enterrée. Oui, il y a du respect, il y a de l'amitié, il y a une sorte de connivence. Moi, je dis souvent que Prost et Senna sont les deux faces d'une même pièce. Voilà. Ils ont écrit les plus belles histoires de la Formule 1. Chacun avait son rôle, chacun avait sa personnalité, chacun avait son style, mais ils étaient indissociables. Et donc, c'est évident que Senna avait du respect pour Prost. C'est évident que Senna a donc manifestement n'a pas continué la guéguerre avec Jean-Marie Balestre, parce qu'effectivement, ça correspondait aussi à son ADN de compétition. J'ai une question justement, merci Laurent Frédéric. J'ai une question justement pour toi, Hilario. Est-ce que Chris Rivalin, qui est sur le chat, nous dit Prost était l'unique obsession, et il dit bien unique, obsession de Senna, en piste, il voulait que battre Prost. Je suis pas sûr qu'on peut réduire forcément que ça. Un peu quand même. Parce qu'on en parle beaucoup, parce qu'on en parle beaucoup, mais il n'avait pas que Prost à battre quand même à l'époque. Non, mais en 85, la référence c'était Prost. À partir de 85-86, c'était lui l'homme à battre. Évidemment, il y avait Nelson Piquet qui fin de carrière. En fin de carrière, en 87. Rivalité brésilienne quand même. Voilà, il y avait quand même une rivalité qui était peut-être plus en dehors de la piste que sur la piste, parce que finalement, entre Piquet et Senna, il n'y a jamais eu de crasse, de mauvais coups sur la piste. On n'a aucun souvenir d'accrochage entre les deux hommes. Mais Prost, oui, c'était la référence, c'était l'homme à battre. Et sans Senna, Prost aurait peut-être certainement eu au moins 2 titres de plus, mais je pense que sa carrière n'aurait pas... Oui, l'inverse aussi, mais je veux dire, leur carrière n'aurait pas eu la même saveur l'un sans l'autre. Tout à fait. C'est comme les titres de Schumacher qu'il a obtenus quasi sans opposition. Ça n'a pas la même saveur que ces 3 titres-là obtenus avec une lutte au couteau. Comme dit Pascal, à vaincre sans trahir, sans gloire. Voilà. Exactement. Durant l'hégémonie McLaren, il n'y avait personne pour les contrer aussi, c'est ce qu'il faut voir. La lutte était entre les deux pilotes McLaren à l'époque. Oui.
Et je me permets de dire, soyons honnêtes, que les Grands Prix 88 sont légendaires maintenant parce que c'était l'affrontement, le premier affrontement, et que c'était chaque Grand Prix, c'était l'un qui gagnait ou l'autre. Mais c'était pas passionnant. Il y avait un tel gouffre entre les McLaren et le reste du peloton que assez vite, il n'y avait pas de suspense et que donc tout se focalisait sur les deux. Mais il faut aussi honnête que lorsque l'un prenait un meilleur départ que l'autre, c'était fini. Il gagnait. Alors, il n'y a eu que deux exceptions, me semble-t-il, de mémoire. Il y a eu le Grand Prix de France, où effectivement, Prost va chercher Senna et le double, alors que Senna était en tête depuis le départ. Et Suzuka, où évidemment, Senna revient et il y a le titre au bout. Mais sinon, Prost prenait le meilleur départ, c'était fini, il avait gagné le Grand Prix. Senna, globalement, faisait un bon premier tour et collait 2-3 secondes à Prost, et puis ensuite ça se stabilisait. Prost revenait un peu, mais ça ne suffisait pas, il gagnait. Ils sont partagés les 15 victoires cette année-là sur 16. C'était pas génial comme déroulement de Grand Prix. Non. Mais c'est devenu légendaire parce que effectivement, c'était un duel dont tout le monde a pris conscience. Senna arrive en 88, mais je me souviens des titres des journaux à la veille du premier Grand Prix du Brésil, si je ne m'abuse. On se dit qui sera champion du monde, et c'est une photo de Prost et Senna. On sait déjà que ça va être un mano à mano et qu'il n'y aura pas d'autres équipes ou pilotes qui viendront se mêler à cette bataille. Donc c'est un vrai duel qui aura lieu. Même maintenant, ça ne serait pas à ce point-là. On va pas titrer, si cette saison 2020 avait lieu, on ne pourrait pas titrer de manière certaine que ce sera un duel Hamilton-Leclerc. Non, on sait très bien qu'il y aura Verstappen et qu'il y aura sans doute quand même un peu Vettel et un peu Bottas. Bon, à l'époque, je vous assure, c'était les deux, et le reste, c'était vraiment la deuxième division. Ron Dennis avait construit la Dream Team. Hein. Ouais. Les deux meilleurs pilotes, le meilleur moteur. C'était c'est des choses qui arrivent quasiment jamais dans l'histoire de ce sport. On va passer à un autre aspect d'Ayrton, justement. Vous me tendez la perche, avec notamment l'arrivée de Michael Schumacher en F1 dans les années 90, donc, notamment avec Schumi en 91 et 92, sur l'homme un peu taciturne, qui pouvait être parfois sanguin. Donc je parle là pour le coup d'Ayrton. Comment il voit arriver un petit peu comme lui est arrivé en F1 par des coups d'éclat. On l'a dit tout à l'heure, Monaco P2 par exemple, sous l'appui des courses formidables d'Ayrton. Quelle vision il a de cet Allemand qui arrive là, un peu grand, plutôt costaud, avec plutôt une belle gueule, on va dire, avec un bon coup de volant. Et Senna, il prend ça comment? Il le prend tout de suite comme une menace, entre guillemets, comme il a pu comme il a pu prendre Prost comme son principal adversaire. Est-ce que c'est comme ça qu'il voit les choses, Hilario, ou Laurent, ou même Alban? Allez-y. Si je peux me permettre... permettez-vous, les gars, permettez-vous. Depuis le départ de Honda, McLaren était sur le déclin. Et ce qui entraînait certaines passes d'armes avec Senna, où des fois, il surpilotait pour compenser... malheureusement, la perte de la motorisation Honda. Je le vois comme ça. Et Schumi avait déjà commencé à faire ses lettres de noblesse. C'était dans une écurie Benetton qui commençait à monter. Donc après, ça s'est fait au niveau du matériel pour moi. Et puis ça a été très chaud entre eux, rapidement. Ils s'étaient accrochés dans les stands, je ne sais plus à quel Grand Prix, en Prix d'Allemagne, je crois, en 92 ou 91. Ensuite, ils s'étaient accrochés au premier virage à Manicourt, à l'époque d'Adélaïde. Ils avaient failli en venir aux mains si les mécanos de McLaren l'avaient pas retenu. Il aurait mis certainement son poing dans la figure. Donc après, je ne sais pas comment il le percevait à la suite de ça, mais en tout cas, d'entrée de jeu, Schumacher a voulu montrer de quoi il était capable, qu'il ne craignait personne, comme ils le font tous. Tous les pilotes de cette trempe-là, de suite, ils veulent marquer leur territoire, et donc il a fait peut-être maladroitement en lui plantant un coup de frein dans les stands. Après, on ne saura jamais vraiment, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de duel, quoi. Les deux premiers Grands Prix de 94 se sont finis très tôt pour Senna, et puis malheureusement le troisième, c'est ce qu'il est arrivé. Avec une Benetton qui était suspectée un peu de... on dira rien de petite tricherie, je pense que c'était l'antipatinage. Oui. Non, moi je si intelligent, si lucide, si au courant de l'actu de son sport, c'est forcément que Schumacher est un crack, et qu'on a là
un futur grand en puissance qui déboule dans le paddock de la F1 et qui d'emblée montre un appétit et une volonté de gagner qui se voit. Je pense que ça, il le savait. Après, moi, je ne sais pas, est-ce que Senna est au courant de la réputation de Schumacher? Tout le monde sait que Schumacher, c'est pas un tendre. Et après, là, il l'a prouvé, parce que moi, j'ai un peu quand même une dent contre lui. Et on sait très bien qu'à Macao, le coup qu'il fait à Kynen, c'est un coup d'enfoiré. Bon, voilà, est-ce que la réputation avait précédé son arrivée en F1? Ça, j'avoue que je sais pas. Mais c'est évident qu'il voit Schumacher comme un blanc-bec, un coq avec les dents qui raillent par terre, qui va l'emmerder. Voilà, disons les choses franchement. Et comme c'est pas la même génération, c'est évident que il veut, on va dire, soit le recadrer, soit essayer de le remettre à une certaine place en disant t'es gentil, mais t'attends ton tour. Bon, donc forcément le lien, le contact pouvait pas être bon. Maintenant, moi je crois avoir quand même compris que Schumacher admirait Senna quand même. Donc c'est ça qui est amusant, parce que Schumacher n'a rien montré d'admiration vis-à-vis de Senna. Il l'a tout de suite aussi considéré comme la statue du commandeur à déboulonner, en mode là aussi bonne compétition et bon, je veux déstabiliser tout le monde. Donc Schumacher s'est aussi mis dans un jeu d'adversité totale. Bon ben voilà, je crois qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu es un champion quand même d'exception, tu as une ADN qui est pas comme tout le monde, et effectivement tu veux bouffer ceux qui sont déjà en place, et tu veux bouffer n'importe qui. Donc les deux ne pouvaient pas, effectivement, ça pouvait pas bien se passer. Maintenant, je suis sûr que le début de saison 94 et le fait que Schumacher gagne les 2 premiers Grands Prix et que ce soit très difficile pour Ayrton, ces 2 premiers Grands Prix, c'est évident que ça a rajouté de la tension, ça a rajouté une certaine mauvaise ambiance dans l'équipe Williams, de la pression, confiance stable, oui, voilà. Et qu'effectivement, la situation, elle était délicate, quoi. Elle était vraiment difficile. Et il y a une Voilà, même sans les événements d'Imola, sans l'accident de Ratzenberger, quand on arrive à Imola, il y a une tension qui se sent dans l'équipe Williams-Renault. C'est obligation de gagner pour Ayrton. On le sait déjà. Et c'est sûr que ça rajoute une dimension terrible à ce week-end. Hilario. Tiens, je vais te devancer, Jeff. C'est comme si tu comparais l'arrivée de Verstappen qui vient déranger Hamilton. Oui, bien sûr. On peut se permettre cette comparaison, parce que de temps en temps, on faisait le parallèle. C'est l'arrivée de Verstappen et Leclerc qui sont venus chatouiller Vettel et Hamilton. On compare pas. On peut comparer un petit peu par rapport au pilotage. Non, mais on peut comparer. On compare pas les époques là. On est bien d'accord. Hein. Je le redis. On compare des situations. Voilà, des situations. Avec le temps. Quelques années plus tard. Tout à fait. La situation actuelle, ça représente un peu la situation qu'il a eue avec Schumacher. Pour moi. Ouais. Non, mais c'est sûr. Hilario. Oui, non, mais j'ai rien à ajouter, je suis assez d'accord avec ce que Laurent Frédéric a dit, mais c'est bien. Il vaut mieux. Non, je crois que c'est ça la mentalité des pilotes. Non, moi, tiens, si je me permets d'enchaîner, c'est vrai que le seul vrai point noir que même les pro-Senna ont du mal à défendre, c'est Suzuka 90. Tu en as parlé, Hilario. Moi, ce jour-là, alors je me souviens, tiens, j'étais revenu à la maison, parce que j'étais plus âgé, mais j'étais revenu, j'avais vu le Grand Prix avec mon père. Mon père dit tout de suite quel con. Oui, il insulte Senna. Il était pas pourtant, il était plutôt Prost, mais bon, Senna, il savait que c'était un grand, quoi. Mais là, il voit tout de suite que c'est un attentat, et on voit tout de suite qu'effectivement Senna met Prost dehors. Bon, donc mon père est fou furieux. Et moi, je suis un peu dans mes petits souliers. Et je suis pas, c'est pas glorieux, quoi. C'est sûr. Je vois bien que là, c'est. Je sais tout de suite que c'est un an d'arriéré qui remonte à la surface, que tout ça dépend de Suzuka 89, de leur bataille, et que là, ça y est, on a atteint le paroxysme. Mais je dois avouer qu'effectivement, même encore maintenant, on ne peut pas, évidemment, s'exclamer devant un tel geste qui, certes, a des raisons, certes, a des circonstances peut-être même atténuantes, mais qui ne grandit pas, quand même, n'a pas grandi Ayrton. Ça, moi, je me permets de le penser. Ça me fait penser exactement à ce qu'avait dit Jacques Lafitte quand Schumacher a accroché Villeneuve en 89, je dirais. Tu dis quel con. Quel con, la même chose. Ah, l'enfoiré, le salaud, le con. Ouais, c'est ça. Lafitte avait dit ça. Tout à fait. Bah oui. Est-ce que vous voulez conclure l'émission sur
parce que j'ai pas forcément beaucoup de questions. C'est étrange ce soir, c'est bizarre. Mais par contre, il y a beaucoup de débats. Hein. Ça débat pas mal de souvenirs. On peut pas. C'est en parallèle de ce que vous dites. Donc ça, c'est quand même super sympa. Ce foutu Grand Prix 94. Et là, je passe le témoin à Laurent Frédéric. Moi, je m'en souviens finalement peu. Je me souviens de l'accident, évidemment, je sais où j'étais, je sais où j'étais assis, je sais ce que faisait mon papa à ma gauche, mais finalement abattu par cet accident donc dans la courbe de Tamborello, avec cette Williams qui vient s'écraser sur le mur et on connaît la suite évidemment. Laurent Frédéric, comment vous avez vécu ça de l'intérieur, au niveau des médias aussi également? Comment tout ça s'est passé? Comment ça a été géré? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ça? Tout ça, pardon. Oui, bon, je vais essayer de faire vite. Non, on a le temps. Mais bon, on a le temps. On se souvient comme si c'était hier. Donc, ce jour-là, je suis en mode travail, puisque je fais donc partie du service des sports de France 2. Donc, ça y est, j'ai intégré la rédaction de France 2 et je dois faire le résumé de la course pour Stade 2. Alors, c'est une époque où France 2 revient sur les Grands Prix. Il y a un envoyé spécial sur place, c'est Lionel Chamoulot, qui est avec un caméraman et un preneur de son. Et eux, ils sont censés essayer de faire dans le cas de figure normal. Moi, je fais le résumé de la course pour Stade 2, et lui essaye dans l'après-midi de mettre en boîte des interviews et de m'apporter une matière éventuellement que je pourrais peut-être incorporer à mon sujet, ou alors ce sera un peu plus tard dans l'émission. Mais on savait qu'il ne ferait pas le résumé de la course. Il était là vraiment un peu pour couvrir l'événement. Bon. Donc moi, je regarde le Grand Prix dans une salle de montage de France Télévisions, et évidemment, donc j'assiste comme vous au drame, et plus les minutes et les heures passent, et plus on sait que c'est un drame en devenir. Et la dépêche tombe juste avant la prise d'antenne, que ça y est, c'est fini, Ayrton Senna est décédé. Et donc je réentends Patrick Chen, à l'époque, le présentateur de Stade 2, me dit « Tu viens en plateau avec moi ?» Parce qu'évidemment, événement mondial, et ça devient le titre absolu et principal de Stade 2. Donc si vous revoyez les images, si là il y avait des images archives, vous verrez, je suis pas bien habillé du tout, parce que je devais être, moi, en coulisses à faire le résumé de la course. Et du coup, je me voilà bombardé en plateau. Alors Lionel, de son côté, prépare son direct depuis Imola pour intervenir, pour évidemment témoigner de tout ce qui s'est passé dans l'après-midi. Mais moi, je suis là pour montrer les images et pour informer évidemment les gens avec les images de l'accident et de tout ce qui a suivi. Voilà, donc alors on voit, je suis très ému. Parce que d'abord il y a une sorte c'était pas prévu du tout. Je suis encore jeune journaliste, il y a sans doute un petit peu de stress, mais je crois vraiment on voit que je suis ému humainement, parce que j'ai un peu perdu mon idole et que je le cache pas. Voilà. Et puis instantanément, dès que Stade 2 est terminé, on me dit tu pars à Sao Paulo ce soir, et donc me voilà dans l'avion le soir, un vol Air France pour Sao Paulo à Roissy vers 22h. J'ai juste eu le temps de repasser chez moi, prendre vraiment une brosse à dents et un pyjama et trois chemises, et donc me voilà à Roissy. Et là, c'est vrai que c'est un moment, je m'en souviens pour deux raisons. D'une part, parce que j'entre dans l'avion et comme toujours, on voit qu'on est une équipe de tournage, donc il y a pas mal de gens dans l'avion qui nous demandent « mais vous allez faire quoi comme reportage ?» Et donc, je leur apprends à ces personnes que Ayrton Senna est mort. Et là, donc, j'étais dans la peau de quelqu'un qui apprend. On se souvient tous comment on a appris cette nouvelle ce jour-là. Et là, moi, je sais qu'il y a des gens qui s'en souviennent encore maintenant, forcément, qui se disent c'est un journaliste de France 2 qui m'avait annoncé la nouvelle. Et je reviens que toutes ces personnes étaient choquées. Quoi ? Senna est mort ? Ils ne le croyaient pas, parce que, oui, Senna à l'époque, c'est Cristiano Ronaldo actuellement, quoi. C'est une star absolue du sport mondial, quoi. Donc, c'est un choc pour tout le monde. Et puis, pour conclure quand même, donc, j'ose, vous savez, j'ai couvert les funérailles d'Ayrton Senna. Donc, je suis évidemment très, très fier, on va dire ça. En tout cas, moi, je suis, fier de l'avoir connu, et peut-être même de l'avoir accompagné. Donc, je suis sur le bord de la route, 5 jours plus tard, quand le corps est rapatrié au Brésil et qu'il est mis sur ce camion de pompiers, là, qu'il est escorté par la garde républicaine brésilienne et qui est de l'aéroport jusqu'au bâtiment dont je ne sais plus le nom où il va être exposé, entre guillemets. Donc, il y a une sorte de remontée populaire. Mais c'est l'équivalent d'une étape du Tour de France. Les rues sont évidemment bloquées et le cortège passe. Et il y a des millions, des milliers, c'est évident, surtout sur la longueur du parcours. Et forcément des millions de gens qui sont là et qui accompagnent. Donc moi, je suis là au milieu de la foule. Donc j'ai ce souvenir à tout jamais en moi de voir effectivement le cortège passer, la garde républicaine et puis le cercueil avec le drapeau brésilien au-dessus. Les hélicoptères dans le ciel. Dingue, Apocalypse Now. Pourquoi ? Parce qu'au Brésil, vous savez, il y a une guerre des chaînes de télévision hallucinante.
et ça n'existe pas la notion de pool, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'une seule réalisation. Toutes les chaînes se battent pour offrir les meilleures images. Donc chaque télé, globaux, mais il y en a d'autres que je connaissais pas, ils ont 2-3 hélicoptères. Je vous assure, c'était Apocalypse Now. Et puis une fois que le cortège était passé, avec le cercueil et la garde républicaine, ce qui m'avait rappelé, c'est qu'il y avait la foule qui marchait derrière, façon Soweto. Les gens couraient un peu, vous savez, ces images en Afrique du Sud, on voyait les gens de Soweto qui couraient, tous les gens accompagnaient le cercueil. Bon, bah ça, ouais, c'est des moments qui seront à jamais gravés dans ma mémoire. Et je sais qu'on n'était pas beaucoup d'envoyés spéciaux français, de médias français sur place à Sao Paulo. Donc oui, j'avoue qu'évidemment, c'est un souvenir très fort pour moi. Et 26 ans encore après, bon, c'est fini maintenant. J'ai plus de frissons. Pendant des années, il m'est arrivé soudain, Senna est mort. J'avais un manque encore. Donc un véritable deuil digne de quelqu'un de sa famille. Ça, c'est vrai, je l'avoue. Maintenant, c'est fini, 26 ans après. Mais voyez, là, aujourd'hui, vous me permettez d'en reparler. Bah oui, il y a encore de l'émotion, c'est sûr. Bien sûr. Je vous passe la parole après, Hilario et Alban. Je vais avoir votre ressenti là-dessus, puisque c'est un fait, la façon dont ça s'est passé, et ça nous a tous marqué. De toute façon, qu'on soit pas supporter de Senna, qu'on le soit ou pas, on a tous été marqués par ça. Voilà. Moi-même, j'étais pas supporter de Senna spécialement. Ni d'Alain Prost d'ailleurs, je vous le dis franchement, mais je commençais à regarder la Formule 1, voilà. Et je dirais qu'aujourd'hui, je suis plus un amateur, parce que je reste un spectateur de la F1, même si j'aime en parler, la preuve. Mais voilà, on vivait ça. Est-ce qu'on peut dire, Laurent Frédéric, que qu'Ayrton Senna faisait partie de la famille des gens, faisait partie du quotidien, du dimanche? On regardait. Est-ce qu'il s'invitait à table? Est-ce qu'il s'invitait dans les discussions régulièrement? Est-ce que dans la presse aussi, c'était quelque chose qui était récurrent, comme un Neymar aujourd'hui, ou comme vous dites, un Ronaldo tout à l'heure? Ah oui, non. Moi, je m'en souviens très bien. Si on écoutait France Info un dimanche matin de 1990, au matin du Grand Prix du Portugal, par exemple, France Info, le flash d'info à 10h, et puis à 14h tout à l'heure, départ du Grand Prix du Portugal et nouvel épisode dans le duel Prost-Senna. C'était peut-être pas le premier titre parce que ce jour-là, il y avait peut-être quelque chose, mais ça faisait partie des titres de l'actualité qui faisaient qu'il y avait une attente et une anticipation de l'événement. De nos jours, je suis bien le premier, parce que j'ai travaillé pendant des années à RMC dans une... Combien de fois je me dis, mais tu dis dans un flash d'info de rallye, je dis, mais tu dis pas que Loeb a gagné au type qui présentait? Non, il a encore gagné. Je voyais bien qu'on parlait pas du Grand Prix à venir. Le soir à 20h, on dira, et puis Lewis Hamilton a gagné aujourd'hui le Grand Prix d'Autriche. Mais on n'en parle plus avant. À l'époque, Prost-Senna, tous les dimanches matins, on savait que, attention, à 14h, il y a un nouveau Grand Prix et le duel Prost-Senna va reprendre. Donc, ça rythmait nos vies. Ça, c'est moi, je m'en souviens bien, les speakerines avant, pendant le journal de 13h aussi. Et là, on commençait déjà, la télé était déjà allumée, on était déjà un peu sur le qui-vive et on sentait monter la chose. Aujourd'hui, je dirais que, et je vous laisse la parole, les amis, après, aujourd'hui, c'est presque l'orgie, pardonnez-moi le terme. On voit les courses de FP2, on voit les FP1, les FP2, les FP3. Le matin sur Canal, on voit les courses de F2 et F3 quand il y en a. Enfin, c'est presque quelque part trop. C'est-à-dire qu'on est gavé par les réseaux sociaux. On sait déjà ce qui va se passer avant. Même nous, des médias non conventionnels, enfin très très non conventionnels d'ailleurs. Mais voilà, c'est le quotidien, voilà. Alors que là, c'est plus vécu comme un événement. Alban, qu'est-ce que tu en penses? C'était ça aussi, tu le vivais comme ça? Moi, Ayrton, quand j'étais pas en course de cartes, c'était l'homme du dessert. Parce que généralement, on mangeait le dessert. Mon père, lui, c'était religieuse. Bon, moi, c'était très rouge, de part, comme mon père était italien. Donc, c'était très Ferrari à l'époque. Donc, il fallait pas trop moufter. C'était rouge ou c'était rien. Donc, à table, c'était du rouge. Et à partir de la prise d'antenne à 13h30, donc on était au dessert jusqu'à 16h. Puis après, on sliceait suivant si la course était très bonne sur Stade 2. Et après, on pouvait même aller sur Canal+, des fois, avant l'équipe du dimanche, on avait une petite brève. Donc du coup, on pouvait vivre un Grand Prix en 3 temps. Et du coup, ça faisait comme si on avait des coulisses, comme si on revoyait notre course. Et oui, pour nous, Senna, il faisait partie aussi des habituels du dimanche. La Formule 1 en elle-même. Et oui, c'est sûr qu'il y avait toujours la partie Ayrton Senna. Hilario. Voilà. Tout à fait, oui. J'ai le même souvenir dans les années 90.
on attendait ça, c'était mieux que la messe. Hein. Moi, le premier Grand Prix que j'ai regardé, c'est le Grand Prix du Brésil 91. Donc j'ai commencé par un must, quoi. Donc, ouais. Et oui, je me souviens de la tension nerveuse avant le départ. Moi, je me rappelle, j'avais des frissons avant le départ. Aujourd'hui, ça me le fait plus, ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais peut-être que j'ai mûri aussi. À l'époque, j'étais lycéen, voilà. Et puis pour en venir à ce Grand Prix du Moulin à 94, évidemment, je m'en souviens comme si de chaque mot, chaque instant. J'ai profité un peu du confinement pour. Je suis retombé sur une vidéo de la retransmission de TF1 que j'avais pas revue depuis 94. Je me souvenais mot pour mot de la plupart de tout ce qui s'est dit, quoi. Je me rappelle de Pierre Van Vliet qui était dans les stands, qui courait d'un stand à l'autre. Il y avait les mécanos d'Otus qui étaient par terre avec la roue d'Alboreto. Enfin, on s'imaginait, c'était irréel ce Grand Prix. C'était un truc de fou. On se disait ça va jamais s'arrêter, ça va jamais s'arrêter. C'était l'accident de Barrichello, et surtout, je t'en prie. Ouais. Surtout, moi je l'ai suivi entre 2-3 essais, parce que j'avais une course. Déjà, quand on a vu l'accident de Barrichello, on a vu la réaction d'Ayrton Senna, qui était choqué. Alors, ce qu'il faut savoir, qu'Ayrton, quand même, Senna était quand même un homme assez croyant. Et quand on le voit enlever le casque, on arrive à lire dans ses yeux qu'il y a une certaine peur ou une certaine tension. Et on pourrait presque dire qu'il fait sa dernière prière. À un moment, c'est ce qui m'avait un petit peu alerté ou choqué, parce que, comme on le dit, il enlevait rarement son casque. Et là, on le voit le regard vide, on le voit qu'il plisse les yeux, donc on pense qu'il prie. Et déjà, l'accident de Barrichello lui a mis un petit coup, une petite alerte. Et en plus, Barrichello, c'était un de ses protégés, c'était un Brésilien. Et ensuite, je pense que la mort de Roland Ratzenberger n'a pas fait améliorer la chose de son capital confiance. Et je pense qu'en plus, les accidents en Prégris, Alboreto, et en plus, Senna croyait fermement à un destin, et je pense qu'il a peut-être vu son destin passer ce jour-là. Peut-être. L'accident, juste un petit aparté, j'ai relu ça ces derniers jours, alors encore une fois, on peut tous se tromper, mais l'accident de Ratzenberger, c'est quand même pas lié à la sécurité spécialement, si je me trompe pas. Il abîme son aileron sur un vibreur de manière... voilà, en ayant pris un vibreur un peu sec, et donc du coup, après, il le perd, il se décroche, et la voiture à plus de 300 à l'heure, évidemment, il perd tout contrôle de la voiture. Il perd tout contrôle de la voiture et ensuite il y a une chevauchée macabre qui s'ensuit. Donc c'est pas vraiment lié à la sécurité pour le coup, parce que Ayrton luttait contre ça et a fait beaucoup de choses pour la sécurité. Hilario, est-ce que c'est quelque chose qu'il aurait pu se dire, bon, là pour le coup, Ratzenberger, c'est pas forcément lié à la sécurité d'un circuit ou à des normes de sécurité qui ne sont pas adaptées? Quand même, parce que c'était plus lié à la sécurité passive des voitures qui absorbaient très mal le choc. Elles étaient indestructibles, les coques, mais c'était le pilote qui encaissait toute la décélération. Il ne faut pas oublier que quelques semaines avant, Jean Alesi avait eu un grave accident aussi en essai privé. Il avait déclaré forfait à Imola, c'était Larini qui l'a remplacé. Gigi Leto, même chose, accident aussi sur la Benetton. C'était Jos Verstappen qui l'a remplacé. Plus Wendlinger après coup à Monaco. Donc c'est vraiment une période où il y a eu une grosse série noire. Sur quelques mois, il y a eu quand même des graves accidents, alors qu'il s'était quasiment rien passé depuis la mort d'Elio De Angelis sur le Paul Ricard en 86. Quoi. Et un décès. Excuse-moi, et un décès, ça ébranle un paddock. Hein. Ce qu'il faut voir. Hein. C'est tout le monde qui est touché, hein, parce qu'ils perdent un des leurs et ça mine une course. Mais même si c'était un débutant, il n'était pas connu. Hein. Ratzenberger, il s'était offert 5 grands prix, quoi. Après, c'était Jean-Marc Gonon qui devait le remplacer. Voilà, c'était son rêve. Il voulait accéder à la F1. Il avait atteint son rêve et puis voilà. C'était plus un accident, c'était une fatalité pour Ratzenberger. Oui. C'est comme ça que je le perçois. Ouais. Parce que je l'ai vu en live. Là, on peut pas mettre non plus en cause le circuit à 100%. C'est la facilité, c'est le destin, comme aimait le dire Senna. Et voilà, malheureusement, on peut pas le contrôler. Il y a des rumeurs qui couraient, et je le lis sur le chat, alors c'est absolument pas mes propos. Hein. Je lis Géo qui nous dit « Je n'ai pas osé en parler, mais dès que j'ai cru aussi qu'il aurait pu se suicider. » Voilà, pour faire simple.
Moi, personnellement, j'y crois pas une seconde. Pas une seconde. Non, mais c'est une question auquel on peut répondre, hein, mais moi, je ne crois pas une seconde. Je suis avec vous. Je pense qu'on est unanime là-dessus. C'est impossible. Bien sûr. Non, c'est impossible, ça. Non, c'est impossible. En revanche, et si vous voulez bien, ce sera peut-être le mot de ma fin, parce que je vais peut-être me permettre de devoir vous laisser si vous ne voulez pas. Bien sûr. En revanche, quand même, et c'est vrai que oui, pour conclure, finalement, je ne trouve pas mieux. L'attitude qu'il a dans sa voiture, avant le départ du Grand Prix d'Imola, est hallucinante de force. Sanglé, mais sans le casque, ce qu'il ne faisait jamais, avec ses yeux qu'il ferme à un moment donné, cette concentration. Est-ce qu'on est à mi-chemin de la concentration ou de la prière, de l'invocation ou de la divination peut-être même? Parce qu'effectivement, on ne peut pas peut-être dire à ce point-là qu'il a senti qu'il allait mourir, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y avait une telle dimension dans ce Grand Prix, il y avait un tel cycle infernal qui était en train manifestement de se dérouler, qu'au moins il reflétait la tension ambiante sur ce Grand Prix et cette ambiance de drame permanent qui ne s'était pas arrêtée depuis 2 jours et dont on avait le sentiment qu'il y avait peut-être encore un chapitre à écrire. Voilà, bon là je fais un petit peu mon analyste un peu mystique ici, ou mon scénariste, mais vous êtes d'accord avec moi les amis? Bien sûr. L'attitude qu'il a à la fin, elle est très étrange, elle est de toute façon très forte, elle pose plein de questions, elle est en même temps peut-être belle, parce qu'il y a une sorte de destin absolu qui va s'écrire, mais c'est vrai qu'à posteriori, quand on y repense à tous ces petits signes, eh bien ouais, là on a vécu des moments absolument incroyables qui fait que oui, on s'en souviendra toute notre vie, ça aura fait partie de notre vie, voilà, incontestablement. Et pour rebondir, on n'aura jamais la réponse à nos questions. Non, mais c'est peut-être pas plus mal. Non. Ouais. Et d'ailleurs, ça fait partie de la légende. Ça fait partie de la légende. Alors moi, je suis juste avant de vous quitter, sauf si vous partez, Laurent-Frédéric, c'est ça? Non, mais disons qu'en mode confinement, avec une heure assez tardive, bon, il y a une vie de famille et d'immeubles peut-être à respecter, et je crois qu'il faut que je baisse un peu de ton, au moins. Je peux vous laisser conclure sur l'Afterlap, ce que vous allez faire dans vos projets. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. Je vous laisse... Oui, non, c'est gentil Jean-François, merci beaucoup. Mais merci encore vraiment de votre invitation et de cette très sympathique expérience. Effectivement, c'était bien sympa. Alban, Hilario, merci aussi à vous. L'Afterlap, moi, je continue à vous proposer un épisode toutes les semaines. Par exemple, là, le prochain épisode, je vous raconte le Grand Prix de Monaco 1973. Alors là, je suis assez content de moi parce que ce Grand Prix, j'en suis sûr et certain, mais je suis pas sûr que beaucoup l'ont vu, a une particularité unique dans l'histoire de la Formule 1. Alors non, je vais faire mon petit teaser, je ne vais pas vous dire ce que c'est. J'avais fait récemment le Grand Prix des Pays-Bas 61. Bon, là, on le sait, 15 voitures au départ, 15 voitures à l'arrivée, pas un abandon, pas un arrêt au stand. Voilà, là aussi, une caractéristique assez unique dans l'histoire de la Formule 1. Bon, et Monaco 73, alors que c'est un Grand Prix a priori un petit peu plus banal, voilà, je peux même dire que c'est Stewart qui gagne devant Fittipaldi, bon ok, mais finalement, il y a une caractéristique qui est unique dans l'histoire de la Formule 1. Bon, donc voilà, ça fait partie. Et puis, j'avais eu la chance de rencontrer Henri Pescarolo cet hiver, juste avant le confinement. Oui, et très bientôt, j'aurai encore une dernière partie à proposer, où là, Henri est revenu, ça dure 50 minutes, sur son expérience de team manager et de constructeur au Mans. Voilà, il nous a d'abord parlé de la Formule 1, lui pilote, ensuite Le Mans, lui pilote, et maintenant, il va nous parler de Le Mans, mais lui, chef d'équipe et constructeur. Donc voilà, j'essaye de continuer à entretenir la machine, effectivement, l'Afterlap, donc le podcast du sport auto. On se régale en tout cas à chaque fois de les écouter. Il y en a beaucoup, il y en a pas mal. Je ne les ai pas tous écoutés, je vous l'avoue. Il va falloir que le président nous confine un peu plus pour que je prenne le temps de tout écouter. Voilà, c'est pas ce message au président. On veut rouler, nous. En voiture. On veut rouler quand même. Comment le banc? On t'a pas entendu. On voudrait rouler un peu sur les circuits, on voudrait prendre les choses. Oui. Non, mais ça va tout doucement s'arranger. En tout cas, merci Laurent-Frédéric, on a été ravis de partager ces presque 2 heures avec vous. Nous aussi, on va partir, on va souhaiter bonne nuit aux autres, aux abonnés et à ceux qui nous ont regardés dans 5 minutes à peu près. En tout cas, voilà, c'était un réel plaisir. Vous êtes ici chez vous et vous revenez quand vous voulez. Et on postera sur Max F1 le podcast pour le Grand Prix de 73 de Monaco. Voilà, on sera ravis de le faire. Et je laisse les liens de l'Afterlap et du livre La Bombe de Laurent-Frédéric Bollet sur le live. Voilà. À bientôt Laurent-Frédéric, merci beaucoup. Merci à vous, merci. Au plaisir.
À Merci bientôt. beaucoup. Salut à revoir. tous. Au revoir. Alors nous on est encore là, il n'y a pas de souci, donc on est très très content d'avoir eu Laurent Frédéric avec nous. Moi, Bah non, merci les amis. comment? Ouais, expérience très sympa. Bon, j'espère que j'ai pas trop Ah, parlé. on est en live, Laurent Frédéric. On est encore en live. Vous êtes- Oui, on est Ah bon encore en live. Oui. Ah Nous, oui. Ah bon, bah donc moi, vous m'autorisez à partir alors, Oui, vous éventuellement. faites comme Oui. vous voulez. Dans 5 minutes, on a fini. d'accord. Dans Bon, 5 bah. minutes, on a terminé. Je croyais qu'on Ouais, avait c'est pour ça que je rendu vous ai interrompu. Merci à vous. Merci Alban, merci Lario, merci Laurent. J'espère que j'ai pas Merci. trop Non. parlé, mais en tout Non. cas, bon, Merci, je vous Ah, remercie. un plaisir, Et, vraiment. au plaisir de rediscuter un jour ensemble de tout ce qui nous anime au niveau de la passion. Exactement. Merci Voilà. à vous. Allez, je Au vous plaisir. quitte. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut. Donc moi je voulais parler d'un petit sujet là avant de laisser donc les abonnés à leur belle soirée. Voilà. Donc qu'est-ce que vous pensez les gars de certains médias qui postent encore ces images sur leurs articles, par exemple, ou des choses comme ça, les images de Senna, voilà, de ce crash. Est-ce que vous pensez que c'est respectueux vis-à-vis de la famille? Est-ce que vous pensez que c'est respectueux vis-à-vis du monde de l'automobile? C'est comme si aujourd'hui on postait encore les images du crash d'Antoine ou de Jules Bianchi. Est-ce que vous trouvez un intérêt à ça, par exemple? Très rapidement. Ça fait partie de l'histoire. Après, faut pas non plus faire du sensationnel et du trash. Voilà, à l'époque, ce moment-là était accessible. Mais oui, heureusement, on n'a pas les détails, on voit pas le casque tapé avec le pneu. Non, c'est. Non, mais Ça fait même à partie de l'époque, l'histoire. Ça fait en partie de direct, l'histoire. Dario. il y avait beaucoup moins de pudeur en direct. Hein. Je me Ouais. souviens, Voilà. on voyait vraiment Senna allongé sur la piste, on voyait la mare de sang. Enfin, c'était Ah. heureusement ça on le voit plus. On le voit plus, ouais, c'est tant mieux. Même l'accident de Bianchi, et les commissaires tout de suite ils ont déployé des draps pour cacher quoi. Donc, à l'époque il y avait l'hélicoptère juste au-dessus. Hein. Sûr. Donc ça fait aussi partie d'une certaine époque. C'est particulier. Mais aujourd'hui, ça n'apporte rien de plus, évidemment, de remontrer ça, mais bon, ça fait partie de la... Ça fait partie de l'histoire de l'actualité, voilà. Oui. Puis c'est aussi la nature humaine d'être attiré par le sordide. Exactement. Il n'y a qu'à voir sur une autoroute, quand il y a un accident, il y a un bouchon. Alors, on va conclure cette émission, les amis, même si c'est pas toujours très très drôle de parler de la disparition d'Ayrton Senna, mais en tout cas, moi je voulais vous remercier énormément. On vient de le faire avec Laurent Frédéric Bollet qui nous a accordé 2 heures de disponibilité, c'est formidable. On essaiera peut-être dans les prochains jours de reparler un petit peu d'Ayrton Senna. Il y a d'autres lives aussi qui arrivent la semaine prochaine. Normalement, il y en aura 3, voilà, pour terminer un petit peu ce mois intense en live. Après, on fera une petite pause avant de vous proposer encore d'autres invités qui sont juste exceptionnels aux alentours du 20 mai. On vous redira tout ça évidemment. Alban, je te passe la parole. Pour conclure, Alban, t'inquiète pas, il n'y a pas de piège. Non, ça fait toujours bizarre quand je passe la parole comme ça. Des fois, on se dit tiens, mais qu'est-ce qu'il va me demander? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? T'as pas fait de bêtises et ce soir tu as été exceptionnel. Il n'y a pas eu de problème de connexion, on s'est régalé. Vraiment, c'était super sympa. Blague à part, qu'est-ce que tu retiens toi? T'es pilote de karting, t'es kartman. Qu'est-ce que tu retiendras de Senna? 3 mots, une phrase, quelque chose que tu retiens de sa carrière et qui aujourd'hui, quand tu penses à lui, à quoi tu penses? Qu'il a rien laissé au hasard. Donc très travailleur déjà. Ensuite, une vista de la course et un bagarreur. Ok, Hilario. Voilà. Méticuleux, si tu veux 3 adjectifs, méticuleux, professionnel, bagarreur. Méticuleux, professionnel, bagarreur. Ouais. Dur en piste. Obsessionnel aussi, obsessionnel de la victoire, obsessionnel de la performance, de la perfection. Oui, non, je pense que c'est un homme, c'est un pilote comme on en a même pas toutes les décennies. C'est tous les quarts de siècle qu'on a un personnage comme ça dans un sport, quel que soit le sport. Hilario t'a dit à la perfection, tu sais que son logo c'était Senna Driven to Perfection. Driven to Perfection, ouais. Tout à fait. Je pense qu'on a tous eu un de ces t-shirts dans notre jeunesse. Avec le S. Ouais, avec le S. Le double S même.
Double S. Exactement. Hilario, je vais te laisser le mot de la fin. C'est toi qui vas conclure cette émission avant que je prenne quelques moments pour remercier tout le monde après. Est-ce que tu as d'autres projets d'écriture? Est-ce que tu veux conclure sur Ayrton? Est-ce que tu veux nous parler de ça? Et en attendant, le livre d'Hilario, donc Imola le jour d'après, est toujours disponible sur la plateforme et avec un tarif réduit si vous le contactez par Messenger. Voilà, Hilario, je te laisse la parole pour conclure. Voilà. Écoute, moi déjà, avant toute chose, je te remercie pour cette invitation. On a passé une super soirée à parler d'Ayrton Senna avec beaucoup de passionnés. J'ai jeté un coup d'œil dans les commentaires. On voit que les gens qui nous regardent, ils savent de quoi on parle. Ils nous ont corrigé sur certaines choses. Enfin, voilà, on ne pouvait pas leur raconter des histoires. Et sinon, par rapport à mes projets, oui, j'ai essayé de profiter de ce confinement pour attaquer l'écriture. Alors, je sais pas si ça va amener à un ouvrage, mais voilà, je travaille un petit peu sur les situations, les retournements de situation dans les carrières de certains pilotes. Des pilotes qui étaient au fond du trou et qui ont su rebondir pour diverses raisons. Pas forcément que des pilotes d'ailleurs, mais liés carrément au monde de la F1. Voilà. J'en dis pas plus pour l'instant. Un beau teaser. C'est là-dessus. Je travaille là-dessus. D'accord. Bon, c'est super. On a hâte de te relire. Moi, j'ai adoré en tout cas ton livre. Sincèrement, il est toujours derrière moi sur tous les lives. Parce que c'est un peu ça la famille Max F1, la famille Max Speed auparavant. Et ça, c'est vraiment super. Voilà, on a Alban qui est là sur tous les lives et c'est vraiment beaucoup de plaisir de vivre ça avec vous, que ce soit Alain Sêtre, François, Willy, Géo, Pierre qui était là, Nicolas, François, voilà, tous j'en passe, Michel, Marion, Stéphane, voilà, et puis j'oublie évidemment Adrien, pardon. Voilà, donc toute la famille Max F1 qui commence à vivre et qui se régale pendant ces lives. Et je vous remercie aussi beaucoup pour vos messages de soutien. Ça fait très très plaisir. En se levant le matin, on a quelques messages sympathiques Messenger ou SMS. Voilà, et qui rendent hommage un petit peu à tous ces lives qui ont lieu en ce moment. Et je tiens à le dire aussi, Alban, merci beaucoup pour tout ce que tu fais avec moi. Je tenais à le dire. Aller chercher ces pilotes, que ce soit tu le diras à ma femme. Virginie, Virginie, je lui ferai un gros bisou quand on se verra, quand le président de la République nous aura lâché définitivement et que je pourrai faire tout Lyon. J'hésiterai pas à aller te voir et je vous cache pas, les abonnés, qu'on a une petite surprise la prochaine fois qu'on fera du karting ensemble avec Alban. Voilà. Oui, il y a une petite surprise et j'espère que tu pourras venir avec nous. Tu es au courant, Hilario, et j'espère que tu pourras nous accompagner ou passer ce moment-là avec nous. Voilà. Il y aura une petite place dans la voiture, Alban. Hein. Au pire, je mettrai ma tente dans ton jardin, c'est pas grave. Je laisserai mon lit à Hilario et je mettrai la tente dans le jardin. Et puis je ferai un gros bisou à Virginie et à tous ceux qui nous soutiennent et qui sont patients parce que c'est pas mal de boulot. Voilà. Merci aussi à F1 Actu qui partage beaucoup de choses sur Instagram et sur notre Facebook. Donc merci à eux, à F1 Actu. Et puis je dédierai cette émission, ce live, à Roland Ratzenberger, évidemment, à Ayrton Senna, à Jules Bianchi, Antoine Hubert et à Michel et à Jean-Claude qui nous regardent de là-haut. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci messieurs. Et puis je vous dis à très vite. Voilà. Bonne soirée. Merci Hilario. Merci Alban. Ciao les amis. Ciao. Bonne soirée. Bon dia.